Qu'on le mette au fond. Bonjour à tous, bienvenue sur RK13, la web radio marseillaise, 100% marseillaise, et aujourd'hui 100% foot. Bienvenue dans ce nouveau rendez-vous foot, l'émission Passe ton ballon, un titre en hommage au film Les Collègues. Les plus cinéphiles d'entre vous l'auront reconnu. Grand moment du cinéma français, les collègues, on en reviendra dessus. On se retrouvera tous les jeudis de 19h à 20h30 pour parler foot, pour parler OM. Oui, ça me semble important de dissocier les deux, foot et OM. C'est très important. Autour de la table, la crème de l'analyse, de l'expertise à Tire-Larigot, des pontes de l'opinion football. On aura aussi le plaisir de recevoir des invités le plus souvent possible, on l'espère. On va parler de plein de thèmes, de l'actu évidemment, on va parler de jeux, de tactiques, des sujets plus profonds aussi sur le football, de l'histoire, bref, de tout un tas de choses. C'est la première aujourd'hui et on espère que ça vous plaira et ça sonne. Les aléas du direct. On espère que ça vous plaira. D'ailleurs, n'hésitez pas à réagir et à nous envoyer vos commentaires, vos réactions, même vos questions sur le hashtag Passe ton ballon sur Twitter. On vous lira à l'antenne aussi souvent qu'on le peut. La petite musique derrière, c'est très bien. Ça accompagne. C'est le début. C'est le début, voilà. C'est pour lancer l'émission. Donc, messieurs, je déclare le premier numéro de Passe ton ballon ouvert sur RK13. Et merci RK13 de nous accueillir d'ailleurs. Ça fait plaisir d'avoir des web radios marseillaises qui se lancent et d'accueillir des nouveaux talents comme ça. Donc, merci vraiment pour l'accueil. Et pour débuter, je vais vous présenter ceux qui vont m'accompagner dans cette aventure. Et je vais commencer par celui grâce à qui on est tous là. J'ai nommé le plus grand fan de Kassim Abdallah et de Alex Zureb. Cisco, salut Cisco. Salut, comment ça va bien? Ça va et toi? Ça va tranquillement, je suis content d'être avec vous. Un plaisir immense d'installer cette émission avec vous. Je pense que je vais me régaler. Moi, je serai le vieux de l'émission. Hein. Je vais vous parler de Kassim, de Daniel Zureb. Je vais aller jusqu'à Josip Skoblar. Ah ouais, t'es si vieux que ça. Donc, je serai là pour dire, à l'époque... Bonicel, c'était mieux. En tout cas, merci Cisco de nous avoir proposé ce super projet. Oui. On a tous adhéré tout de suite et c'est vraiment un plaisir, je crois, pour nous tous de se retrouver là. On se connaît. Un truc que je voulais rajouter. Oui, il y a Az qui est très aussi. Oui, Az qui est avec nous à la technique. Et qui nous permet donc de pouvoir exprimer notre passion aussi bien de la radio que du foot. On se connaissait sur Radio Galère. Cisco, on a déjà fait plusieurs émissions ensemble. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la web radio de RK13 déjà dans un premier temps et de l'émission aussi que tu auras ici de temps en temps? J'aurai deux émissions pour commencer. Ce sera d'abord Tocas qu'on reprendra ici. Tocas, c'est le talk show qui a fait mon succès. Donc, Cisco, c'est le G-Full marseillais. Ça fait 40 ans qu'il est à la radio, il a son émission. Voilà, et j'ai le trimballe de radio en radio. Et donc, Tocas, c'est le talk show où il y aura de la rigolade, des invités. On va essayer d'être un peu plus introspectif. Et où je vais aussi essayer de parler français. Et il y a aussi Next Gen, ce sera l'émission des nouveaux talents. On va accueillir tous les nouveaux talents qui soient dans la chanson, ceux qui essayent de faire du cinéma ou, je sais pas, de la peinture, de la littérature. Tout ça, ce sera le dimanche. Next Gen, c'est l'émission que je joue plus particulièrement parce que ça me tient beaucoup à cœur de mettre en face des nouveaux talents. Et c'est aussi ce que veut faire RK13, c'est-à-dire mettre en place tous les nouveaux talents, notamment de notre belle cité phocéenne. Notre identité, c'est la web radio marseillaise. On veut parler de Marseille, on veut faire Marseille et on veut faire avec Marseille. Eh ben, les nouveaux talents, ça tombe bien, on en a autour de cette table. On en a, et pas des moindres. Déjà, à ma droite, j'ai quelqu'un qu'on peut surnommer, je pense, Idriss. Moi, j'ai trouvé le Kabyle excédé. Mais le Kabyle excédé, est-ce que c'est pas un peu un pléonasme? Ouais, déjà, ce que j'allais te dire, c'est le même mot à chaque fois. Amaïs, comment ça va, Amaïs? Salut Mathieu, salut tout le monde. Ça va très très bien et vous voyez que je ne suis pas excédé forcément. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà, on va essayer de ne pas l'énerver. Alors Amaïs, pour te présenter rapidement, tu étais avec nous sur l'émission TK sur Radio Galère avec Cisco. Et puis tu as décidé avec nous de suivre cette aventure RK13. Donc j'imagine que pour toi aussi, c'est un plaisir d'être là avec nous. Oui, tout à fait. Venir parler de football avec des personnes qui connaissent le sujet, forcément c'est toujours très plaisant. Et
comme tu dis, on a eu une expérience commune avant et ça s'est toujours très bien passé. Donc c'est avec plaisir que j'entame cette nouvelle aventure avec vous. Amaïs avec qui on fait un peu de promo aussi pour nous. Je travaille avec Amaïs, il travaille avec moi sur le tournoi Maurice Rivelot, l'ancien tournoi de Toulon. Et d'où son expertise pour les jeunes joueurs à talent. Oui. Donc il nous fera preuve au micro, on l'espère. On l'espère. Autour de cette table également, j'ai celui qu'on surnomme le Julian Nagelsmann de Malpassé. Adoubé par la twittosphère. Il a cherché pendant longtemps. Adoubé par la twittosphère. Alors, il se fait citer par Espoir du foot, le chercheur de talent, des mecs qui ont des milliers d'abonnés. On me parle même de lui à Paris, mais véridique. Mec, il paraît qu'il a une secrétaire maintenant. Donc je sais oui, pas si oui. c'est vrai. Tu lui envoies un message le mercredi, il te répond le jeudi soir. Il est tellement occupé. Azir, comment ça va, Azir? Ça va très très bien, surtout après cette annonce surprenante. Je suis très très heureux d'être là avec vous. Mais merci d'être là aussi. Tu as fait aussi des émissions avec nous sur Radio Galère. Et c'est tout naturellement qu'on a pensé à toi, notamment pour ton travail, le travail que tu fais, notamment avec Nathan, qu'on présentera après. Je crois qu'il va pas parler, mais 13 il va parler. Tu fais le travail que tu fais sur les jeunes de l'OM, donc c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Et on espère que tu nous apporteras ton expertise si légendaire dont tu fais la preuve sur Twitter. On a le plaisir de te lire aussi souvent. On va essayer, mais grosse pression là. On va essayer d'être à la hauteur. Avec nous aussi, et là c'est vraiment un honneur de l'avoir, cette première, puisqu'il s'agit du président de la CANSLNR, la Confédération des adorateurs de la N2 et sympathisants néanmoins lucides de Nemanja Radonjic. Idriss. J'aurais jamais eu mieux. Même moi, je me serais pas décrit aussi bien. Mais comment ça va, Idriss? Moi, ça va toujours bien. Moi, il n'y a pas un jour où ça va pas, de toute façon. Donc, et puis, on est avec les copains, on est avec les experts, on va parler de l'OM, on va parler un peu ballon. Donc, il n'y a pas de raison que ça va pas. Que ça aille pas, pardon. Bah écoute, c'est un plaisir aussi de t'avoir. Toi aussi, tu es issu de la Radio Galère Academy, je crois qu'on l'a appelé comme ça. Ouais, j'ai fait L'Actocas Academy. 2 ou 3 passages, je crois, avec vous. Et ça s'est toujours très bien Ah oui, passé. Vu que tu es notre ami, on t'a invité. J'ai pu parler de Radonjic sur une bande FM. T'es tout content, moi. Alors fais gaffe, tu as déjà utilisé un point Radonjic, tu en as plus que 4. Attention, je crois qu'il y a 4 Radonjic dans cette émission. T'inquiète pas, ça va passer. Et je finirai par notre semi-invité du jour. Alors je dis semi car il fait son timide, il veut pas parler. Il est venu en spectateur, il s'est assis un peu derrière. La pépite du scouting marseillais. J'insiste. J'insiste, et les plus avisés comprendront. 13013, véritable star sur Twitter. Alors, 13, tu participeras avec nous au jeu en fin d'émission. Il y aura un petit jeu, il viendra. Mais là, il est venu en spectateur, c'est un semi-invité. Voilà. Il est juste venu pour tweeter un petit peu. Pour donner un coup de main. Mais c'est un plaisir de t'avoir quand même. Avec plaisir, oui. On l'accueille avec plaisir, exactement. Messieurs, on va parler de plusieurs choses. On va lancer les hostilités. On va parler OM, évidemment. On va parler football. On va parler mercato. On va avoir une petite chronique historique. Ça va être sympa. Et on aura un petit jeu à la fin. Le jeu du Jean-Claude d'Archeville. C'est ça. C'est la seule information que je vous donne. Oui, vous verrez un peu plus tard. Si c'est être gros, je vous bats. Attention, il y a peut-être de ça. Le premier débat, messieurs. On va parler de l'OM. Et forcément, on va évoquer cette première journée. Ce match à Brest, cette deuxième journée, mais le premier match de la saison après le report du match face à Saint-Etienne. Cette victoire à Brest, 3-2, l'OM qui a gagné dans la douleur grâce à des buts de Florian Thauvin et un doublé de Douillet Tchaleta-Tsar. Messieurs, on va lancer tout de suite les débats avec une question. Cette victoire étriquée, difficile, était-ce inquiétant ou est-ce explicable? Les deux, c'est possible. C'est possible, oui. Oui, parce que c'est explicable par les absences, par la préparation qui a été tronquée, aussi parce que ça fait plus d'un mois ou moins d'un mois, environ un mois en tout cas, que l'OM n'a pas joué de match tout court, que ce soit amical ou officiel, avec l'annulation du match contre Stuttgart, contre Montpellier, tout ça. Bref, on a tous suivi les épisodes de cet été. Donc ça, on peut essayer de comprendre. Après, c'est un peu inquiétant aussi parce qu'on a vu un contenu, un dernier quart d'heure très effrayant. Défensivement parlant, où il n'y avait même plus une volonté de jouer, c'était juste de balancer, de garder la maison fermée. Et après, ça, c'est le genre de situation qui ne peut pas s'expliquer par un manque de préparation. En tout cas pour moi. Pour moi, ça vient d'un problème de mental, de manque de leader sur le terrain, de quelqu'un qui va tenir le ballon et qui va faire un peu monter le bloc, qui va emmener l'équipe avec lui. Il n'y avait rien de tout ça, parce que Thauvin, ce que tu peux comprendre aussi, était très fatigué après passer la 70e, 75e minute.
Donc il manquait, c'est à la fois un peu, c'est inquiétant, mais on peut leur trouver des circonstances atténuantes. Tu dis le dernier quart d'heure difficile, il y a un peu plus que ça quand même. Oui, je parle vraiment du dernier quart d'heure, Mm. après juste avant la réduction du score, parce que la réduction du score brestoise de 3-1 à 3-2 arrive pendant ce temps fort-là. Donc juste avant cette réduction du score, à partir de là, c'est très 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 difficile. Maïs, tu voulais réagir, je crois, je t'ai coupé la parole. Non, la question mérite d'être posée, oui et non, dans le sens où j'ai vu plein de gens être inquiets du jeu produit par l'OM et tout, mais j'ai envie de leur dire, est-ce que vous avez vu les matchs de l'année dernière sur la trentaine de matchs, toutes compétitions confondues qu'on a disputés, si vous pouvez m'en citer 3 ou 4 où il y a eu du jeu à peu près enthousiasmant, je suis preneur. Donc, Justement, je me suis trouvé dans la droite lignée de la saison dernière. Et Oui, complètement. complètement. on va pas avoir du football champagne avec Villas-Boas a priori. C'est bien de commencer avec les 3 points, surtout que là on n'en parle pas encore, mais il y a la Ligue des Champions qui va arriver. Cette année ça va être sur une période raccourcie. Il y aura 2 périodes de fin octobre à mi-novembre et ensuite de fin novembre à fin décembre. On va enchaîner des matchs tous les 3 jours. Bah, les clubs vont remercier les trêves internationales pour une fois, Oui, parce voilà, que exactement. ça va être le seul moyen de souffler pour eux, parce que sinon ça gêne tout le temps. Tout à fait. Donc là, il faudra être très pragmatique et même si on est tous amoureux du beau jeu, pour l'instant, là, il faut juste engranger des points dans un premier temps. Après, on verra. Et la meilleure manière d'engranger des points, c'est pas de bien jouer au football. Ah, mais je suis totalement d'accord avec toi, Azir. Pour le coup, tu connais un peu mon amour pour le beau jeu, mais là, on va dire que pour une première, il y a des circonstances atténuantes, même si j'aime pas trouver des excuses, mais oui, en effet, prépa tronquée, on n'a pas joué depuis plusieurs mois, etc. Amavi et Mandanda qui n'étaient même pas sûrs de jouer le match toute la semaine. Oui, exactement. Payet absent. L'histoire du Covid. Tu joues contre une équipe qui, elle, a déjà commencé son championnat, même si elle s'est pris une fessée lors de la première journée. Que j'ai trouvé très faible aussi. Ouais, Mais ça qui va est- monter en puissance, Brest. Depuis leur remontée en Ligue 1 il y a 2 ans, c'est comme ça. Ils commencent un peu timidement, que ce soit dans les résultats ou dans le contenu, et ça monte en puissance. L'année dernière, ils faisaient peur à beaucoup de monde. Hein. Tout le monde parlait du style d'Aloglio, tout ça, tout le monde était émerveillé, parce qu'avec le peu de moyens qu'ils ont, on va dire, au niveau des joueurs, même pas au niveau financier, ils arrivent quand même à produire du jeu non seulement alléchant, mais surtout très productif. Ah, mais face à l'OM, je les ai trouvés plutôt intéressants, moi, plutôt enthousiasmants. Le match était globalement agréable dans le sens où c'était pas un grand match de football, mais Il y avait du il rythme. y avait du rythme, il y avait deux équipes, en tout cas Brest qui Et essaie d'aller vers énormément l'avant. de déchets techniques. Oui, il y a eu du déchet. Ouais, mais il y avait des intentions. Surtout côté OM, hein. Je trouvais exactement, il y avait des intentions offensives de la part de Brest. Je pense qu'il y a eu un peu plus de. C'est même pas je pense. J'ai regardé les stats tout à l'heure. Il y a eu un peu plus de pression technique du côté de Brest. Ils ont frappé 15 fois. L'OM a concédé 15 tirs. C'est énorme. Je trouve que c'est énorme. Ils ont concédé énormément de situations. Donc ça prouve la faiblesse défensive de l'OM sur ce match-là. Mais après, il y a des circonstances atténuantes à s'en prendre en compte. Un contexte, évidemment, on peut pas le négliger. Mais pareil, ça reste dans la continuité de ce qu'on a vu sur la seconde partie de saison, surtout l'année dernière. C'est pas rassurant. Au-delà, on sort du débat beau jeu, pas beau jeu. C'est un terme subjectif, c'est un débat qui existe depuis que le football existe. Mais en termes de cohérence, de ce que propose l'équipe, qu'est-ce qu'on fait quand on a le ballon, qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas, on sort, on se replie, c'est quoi qu'on... Azir a raison, le on problème voit, c'est quoi. pas que c'était pas beau à voir, c'est que ça paraissait fébrile en fait. Après voilà, comme dit Azir, beau jeu, pas beau jeu, ça après ça a la sensibilité de tout le monde, mais l'année dernière c'était pas beau à voir, mais il y avait une certaine solidité. Là hier, du coup dimanche, on sentait que c'était très fébrile, que ça pouvait péter à tout moment. Et ça a pété, parce qu'on prend 2 buts à Brest pour notre premier match, bah, c'est pas un bon résultat. Quand tu dois mettre 3 buts chez une équipe comme Brest pour repartir vainqueur, c'est qu'il y a un problème quelque part. Il y a un manque de maîtrise globale. Complètement, quand on voit le nombre Tout à fait. d'interceptions faites à la dernière seconde de Balerdi, de Kaletakar. Le tacle de Kaletakar, on l'a célébré comme un but, parce qu'on a regardé le match ensemble. Le tacle où il va le chercher, on avait même peur qu'il siffle le penalty. Mandanda qui fait 2 arrêts importants à 3-2. C'est même pas tant que c'était pas beau, c'est que c'était fébrile. Tu dis Kaletakar, toi. Kaletakar, s'il te plaît. Il n'est pas encore habitué. Après, ça reste un Soyez match content que je de- dise pas c'est- DCC déjà. C'est une première journée, d'accord. Il y a l'analyse du match à l'instant T qu'il faut évidemment faire, mais après ça reste la première journée d'un Oui. championnat. Il reste encore 37 derrière, le contexte il est particulier, etc. Même si peut-être que je suis un peu naïf, mais j'imagine pas quand même Villas-Boas et son staff se contenter de ce qu'ils ont vu la semaine dernière.
Et tu es obligé d'avoir du même effectif restreint. Tu es obligé de faire mieux. Enfin, non. Enfin, je n'arrive pas à imaginer. Je suis d'accord, j'espère, mais excuse-moi Mathieu, mais je me répète encore une fois, l'année dernière, la créativité offensive de l'OM était quasi inexistante, c'était Payet. Et quand il était dans un mauvais jour, il n'y avait pas de jeu, c'est tout. Moi j'ai un souvenir de Montpellier aussi, le match domicile. Je crois que c'est Germain qui donne la victoire à l'OM, mais le match, le contenu, souvenir comme ça, le match me semblait plutôt bon. Après, c'est vrai que 2 ou 3, pas plus. Oui, c'était positif à Brest aussi, à l'aller, la saison dernière, c'était plutôt intéressant. Il y a eu beaucoup de situations. Oui, après, évidemment, il y a le match de Lyon que tout le monde va D'ailleurs, en parlant du match à Brest, il y a Camélus, notre ami Camélus, qui nous demande sur le hashtag passe ton ballon. Quelqu'un parmi vous saurait-il nous rappeler qui a inscrit le but de la victoire contre Brest au Vélodrome l'an dernier? Je pense que ta question s'adresse tout à fait à toi. Je peux pas le dire. Il te reste 4 points. Il me reste 4 points. Mais tu peux en utiliser un pour répondre à Camélus. C'est juste parce que c'est Camélus, mais faut pas tous m'amuser à me les griller avant la demi-heure d'émission. Il faut qu'il m'en reste. Il est 19h16. Il te reste 1h15. Celui qu'on va appeler le Cristiano Ronaldo de Nice. le Arjen Robben des Balkans. Le Prince Radonjic. Voilà, donc Camélus, bien joué. Un en moins déjà. Et on fait la bise. Oui, on t'embrasse Camélus et on espère que tu viendras nous voir sur qu'on fera une partie de Flubupt en direct. Oui. N'oubliez pas, vous pouvez envoyer vos questions sur le hashtag passe ton ballon, envoyez vos questions, vos commentaires, tout. On essaiera de lire un maximum à l'antenne. Vous parliez de Villas-Boas, c'était un autre sujet de débat que je voulais évoquer avec vous. C'est dans ses dires, dans ses réactions, on a l'impression qu'il veut donner un style défensif à cette équipe. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on l'entend jamais vraiment s'enthousiasmer sur le jeu offensif. Il dit toujours on a été solide. Là, on a senti quand même qu'il était très satisfait du match, même si bon, ça s'explique par la victoire, mais on l'a pas senti remettre en cause la performance vraiment, alors qu'elle était quand même pas très aboutie. Il a vraiment un groupe super défensif. Il y a pas, à part Payet, je vois pas de créateur ou d'accélérateur de. Donc moi je dis Kaletakar, on me reprend, lui il dit Payet, on dit rien. Oui, c'est vrai. Payet. Prime à l'expérience, on dirait. Non, mais après les trucs entre Réunionnais, comment. Donc ouais, non, ils ont pas derrière Benedetto, c'est un peu le désert. Germain, il est comme une âme en peine. Ake, j'ai l'impression, après ça je passe sous le contrôle de ceux qui connaissent le centre. J'ai l'impression qu'il n'est pas encore bien dégrossi. Non, il n'y a que le retour de Thauvin qui peut nous donner un petit espoir, mais offensivement, tu peux pas compter sur l'équipe. Après, apparemment, ils ont prévu de mettre un ticket resto sur un attaquant cet été, j'ai vu. Oui. Entre 5 et 6 millions d'euros sur un attaquant. Ouais, sur le marché des transferts, c'est un ticket resto, ça. Ouais, donc, non, ils auront, je sais pas, moi, Xireb. Ouais, je sais pas, moi, franchement, ça, c'est pas. L'OM a un effectif largement supérieur, ou en tout cas supérieur à une bonne partie des équipes du championnat. Avec l'effectif que tu as, en tout cas en Ligue 1, tu dois, dans le contenu, proposer quelque chose de beaucoup plus attrayant. Mais pas se contenter. Que l'OM a un meilleur effectif que Monaco, Non, que peut-être pas Monaco, Lyon, Paris. Peut-être pas Monaco, Paris. Monaco, Lyon, Paris, allez si tu veux, mais après tout le reste. Je suis pas sur Paris, mais je suis dans le top 5. Oui. Rennes, Lille. Moi, je change pas l'effectif de Rennes contre le nôtre. Je suis dans le top 5. Tu as de quoi, on va dire ça, sans entrer d'être dans quelque chose de hiérarchique, tu as de quoi proposer quelque chose de beaucoup plus attrayant, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus enthousiasmant pour les supporters, parce que généralement les supporters de foot apprécient un jeu qui est porté vers l'avant. Après, si c'est un choix, ça peut être un choix, je respecte les choix du coach, les choix du staff de l'Olympique de Marseille. Après, s'ils assument le fait ils estiment que la meilleure manière de gagner des matchs, c'est de jouer de cette manière que j'estime est restrictive, d'accord, mais l'argument de dire que l'OM joue de cette manière-là parce qu'il a un effectif limité, en soi, peut-être que quantitativement, peut-être qu'il est limité, on est d'accord là-dessus, mais en Ligue 1, tu dois imposer ton jeu face à Brest, par exemple. Et puis le choix des hommes, c'est que en l'absence de Rongier qui ne pouvait pas débuter parce qu'il ne s'est pas beaucoup entraîné de la semaine, c'est Strootman qui rentre dans le 11 et pas Pape Gueye qui aujourd'hui a montré au Havre qu'il était capable de tenir le ballon, qu'il pouvait avaler les kilomètres, qu'il pouvait aussi le porter, faire gagner un peu, à l'image un peu d'Aimboula à l'époque, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop Pape Gueye, quelqu'un qui peut porter le ballon et faire monter le bloc sur plusieurs mètres. Casseur de ligne. Voilà, c'est ça. Avec la balle au pied, c'est très important. Qui non seulement ramène le ballon, mais aussi amène son corps aussi, et pas là une passe. Donc il va ramener du nombre. C'est Strootman qui rentre, Strootman qui a un profil aujourd'hui en 2020 qui est ultra défensif.
Il peut plus avancer, Strootman, il a les genoux en lambeaux, il peut rien faire. C'est pas contre lui, voilà, c'est comme ça. Mais du coup, voilà, c'est le choix des hommes aussi. C'est que quand Sanson est pas là, on fait le choix défensif de faire revenir Strootman dans le 11. Mais je vous parle de Villas-Boas parce que j'ai en mémoire sa réaction d'après-match. Vous savez, le match amical contre le Bayern où on perd 1-0. Où après le match, où on a passé le match à défendre, hein, concrètement, il dit que c'était volontaire et que c'est un style qu'il veut adopter pour la Ligue des Champions, parce qu'on va affronter des équipes qui vont jouer très haut et donc on va se mettre en position de défense pour faire des transitions rapides. Moi, j'ai l'impression que c'est une vraie volonté de Villas-Boas de accentuer ce jeu, entre guillemets, pas défensif, mais ce jeu solide. Ouais, c'est peut-être son style parce que je me souviens aussi d'un match l'année dernière que l'OM gagne à Angers où justement il sort cette explication en disant qu'il a joué bloc bas parce qu'Angers à l'époque était dans une bonne dynamique. Si c'est une volonté, c'est dommage, franchement, parce que comme le dit Azir, on a un effectif, il a dit top 5, mais même top 3, top 4 de Ligue 1. On a des joueurs sur le papier qui ont largement le niveau pour produire quelque chose. Là, on s'en remet trop aux individualités. Ça a marché une saison. Peut-être que cette année, ça va encore marcher parce qu'on a et Payet et Thauvin. Et peut-être que Benedetto va être un peu plus présent sur la durée. Mais mince, on est en droit d'attendre un peu plus de cette équipe. Surtout, à la base, il y a des joueurs comme Sanson qui ont été recrutés aussi pour faire du jeu. Au final, on constate qu'ils sont plus là pour leur volume de jeu qu'autre chose. Puis tu as un joueur comme Maxime Lopez qui pourrait correspondre à cette, cette volonté de jouer. Mais le minot a l'air de stagner, même si je l'aime beaucoup. Mais non, il fait des passes vers l'arrière, arrête, ça y est. Il fait des passes latérales. Non, voilà, c'est une volonté. Je pense que c'est une volonté, mais je trouve ça dommage car tu as le matériel pour faire mieux. Peut-être pas pour gagner tous les matchs 5-0, c'est pas ça qu'on demande, mais un minimum. Tu parlais des milieux, je te coupe, Azir, après je te redonne la parole. Il y a Omer sur le hashtag Pastomalon qui fait une remarque intéressante aussi. Il dit sur le match, aucun milieu ne s'est projeté pour accompagner, ils ont laissé Thauvin se démerder. C'est vrai aussi qu'on a vraiment eu l'impression que l'équipe était coupée en deux longtemps dans le match. C'est pour ça qu'à la 75e, il était cuit. C'est parce qu'il faut voir le nombre d'efforts qu'il a fait sur toute la première mi-temps et sur tout le reste ce qu'il a pu en deuxième. Il était tout seul, c'était à coup de long ballon. Même Sanson, entre nous, on a vraiment été très critiques sur Sanson. Il a fait son match dimanche parce qu'on lui a juste demandé de courir pour un peu accompagner Thauvin et d'aller presser haut parce que mais tu peux pas demander à Strootman d'aller presser haut. Donc c'est juste ça, on a isolé les trois joueurs de devant, enfin les deux, parce que 2,5, parce que mon ami et mon prince est passé complètement à côté de son match. Non, mais je peux pas te laisser dire ça. Donc oui, Benedetto et Thauvin ont été laissés tout seuls et par un choix du coach. Tu peux pas demander à des joueurs dont c'est pas les qualités de faire le box-to-box, d'accompagner les offensifs, c'est pas leur rôle. Azir, je t'ai coupé, tu voulais ajouter quelque chose. Juste par rapport au petit débat de tout à l'heure, en Ligue des Champions, à la limite, je peux le concevoir, d'accord, parce que les équipes sont évidemment super largement, surtout quand on sera dans le chapeau 4, tu risques d'avoir un groupe qui va être très compliqué. Mais en championnat, c'est quelque chose que je peux difficilement accepter. Mais bon, on verra comment ça va se passer. Mais juste pour revenir là, sur le débat, là, sur Thauvin, c'est le joueur qui a fait le plus de centres. Et c'est le joueur qui a fait le plus de passes clés en étant ailier droit. Toute l'animation offensive reposée sur Florent Thauvin la semaine dernière. Et c'est pas possible. Ça s'expliquait par l'absence de Payet, certainement. Sûrement, souvent, c'est le joueur qui a le plus. Sûrement, c'est lui. Il a fait 5 passes clés, je regardais tout à l'heure, 5 passes clés, 9 centres. Je crois que c'est un des joueurs c'est peut-être le joueur qui a réussi le plus de dribbles aussi. On doit avoir plus de variété dans le jeu. C'est pas possible que ça repose à chaque fois sur un seul homme, à chaque fois sur les individualités. Mais ça revient aussi sur le problème de profil dans l'équipe. Ils sont où les joueurs créatifs dans l'équipe? Dans tout l'effectif, je parle. Il y en a 3. Il y a Payet, Thauvin, Lopez. Les autres? Il n'y a pas de joueurs créatifs dans cette équipe. Non, c'est vrai que. Il n'y a pas de joueur à qui tu peux tout simplement donner le ballon dans les pieds et espérer un éclair de génie pour créer un décalage. Peut-être Gay, comme tu as dit tout à l'heure, mais je ne l'ai pas assez vu jouer honnêtement. Donc, franchement, moi j'ai vu quelques matchs de Ligue 2. Bon, après, est-ce que je peux me baser sur 2-3 matchs, des bouts de matchs que j'ai réussi à choper cet été? Ça n'a pas l'air d'être sa qualité première. Il sait porter le ballon, il sait. Non, mais on m'a parlé. Mais voilà, après c'est pas un style à la Imbula, c'est que ça déjà c'est beaucoup. Oui, c'est déjà mieux, c'est déjà mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Aucun joueur faisait ça. Oui, après je parle d'un joueur qui va rentrer dans les 20 mètres, qui va un peu
aimanté une défense pour pouvoir créer tout de suite un décalage et avoir la capacité, la qualité de faire cette passe-là qui va tout de suite emmener une occasion. Aujourd'hui, Pape Gueye, est-ce qu'on peut compter sur lui pour ça? Aujourd'hui, je ne pense pas, il peut progresser. Mais sinon, de ces joueurs-là, tu as 3 joueurs dans ce profil-là sur un effectif de 20-25. C'est trop peu. Oui, et à la limite, juste pour continuer sur ce débat, à la limite, tu peux avoir 3 milieux qui ne se projettent pas, mais du coup, il faut que les arrières montent et apportent offensivement. Et on a tu des peux pas arrières, demander ça à nos arrières. l'OM qui ne savent pas faire ça, donc Non, c'est tu peux pas terrible. demander ça à nos arrières. On a des milieux qui ne se projettent pas et des arrières qui sont déficients. Ou des milieux qui se offensivement. projettent mal. Oui, voilà. Parce que Ouais, Sanson se bah, projette, mais. Pour se projeter, se Il se projette. projette, Ah oui, mais, oui, une mais fois vers dans les la poteaux de balle, corner. ouais, voilà. Il se projette vers le poteau de corner, c'est ça le problème. On parlait des individualités. Le dernier point de débat sur ce match, un petit tour d'horizon des joueurs. Alors j'ai une petite chronique. J'ai envie de délire le phénomène et le fatigué du match. Donc le phénomène, sous-entendu l'homme du match, et le fatigué, sous-entendu le pas homme du match. Quoi. Faites Alors, pas du tout. Quoi. Faites attention pour le Non, mais pour on le reviendra fatigué. après pour le fatigué. Public Service Announcement. Mais à la limite, Radonjic, c'est attention. pas surprenant. Hein. Ah, j'ai pas dit moi. À la limite, c'est pas lui qui m'a le plus déçu, moi. Ah bah ça va alors. Messieurs, on a gagné, donc on va commencer par le positif. Votre phénomène du match. Cisco, ton phénomène du match de ce dimanche. J'hésite entre Kaletakar, Tchaletatchar et bien sûr Thauvin, parce que je ne m'attendais pas à le voir aussi efficient dès le début. Même s'il a tenu 70 minutes, je trouve qu'il a tenu longtemps. Ah oui, Je trouve qu'il a tenu moi je extrêmement le voyais longtemps, mort à la mi-temps. Ah oui, pareil. Voilà, pour moi, j'hésite entre les deux, entre Tchaletatchar et Ouais, Djik Aletakar. Kaletakar. Djik Aletakar. Et Thauvin. Et après, la bonne surprise pour moi, ça a été plutôt Sanson. Alors, tu me permets de lire un petit tweet qu'on a de Motherfunker, qu'on salue, qui nous dit justement sur le hashtag Pasto Ballon, Sanson a un souci dès lors qu'il s'est projeté sans la balle. Il n'a jamais le bon rythme, il arrive bien avant le ballon dans la surface la plupart du temps. Le seul moyen, c'est lui filer la balle, mais il ne la veut plus, on dirait. Donc, Ça, c'est le problème depuis juin 2017. Il a fait la première saison avec Rudy Garcia, là, ses 6 premiers mois, et depuis, c'est plus le même joueur. mais c'est vrai qu'il a changé, mais dans son match, dans son style marathonien, c'est vrai qu'il a fait ce qu'on lui a demandé. On avait besoin d'un joueur comme ça. À la donc, base, on le recrute pas pour Eh ça. oui, c'est c'est ça ça, qui me oui. rend fou. Bah C'est oui. un joueur fin techniquement. Oui, Ouais, ouais, à Montpellier, il était très créatif, oui, très oui, fin. oui. Parce que Mais la quand première saison, mais il n'est pas le meilleur passeur de Si, ligue. les six premiers- les six premiers mois. Il fait 7-8 passes avec Montpellier. Ouais, et ensuite, après, il en fait enchaîne. 5-6 avec nous. Et surtout, il tire très bien les coups de pied arrêtés et tout. Là, aujourd'hui, on a Thauvin, il tire des corners dans les jambes des gens. Ouais, c'est devenu Trevor Steven. Ça, c'est méchant. Donc on est d'accord, messieurs, le phénomène, bon, ce sera Tchaletatchar ou Thauvin. Je pense qu'on est Plus tous oui, d'accord oui, sur pour ça. son retour, on va dire. Ouais, mais moi j'avais envie de dire plus qu'Aletakar aussi pour son rôle défensif. C'est que non seulement il met un doublé, mais défensivement il a tenu la baraque à côté d'un Balerdi qui jouait son premier match, qui avait fait un premier match très encourageant d'ailleurs. Bon, on n'a pas le temps d'en parler parce qu'on ne pourra pas faire un focus sur tous les joueurs. C'est un premier match très encourageant. On voit qu'il a des lacunes, mais après il faudra qu'il s'habitue au championnat. Et Kaletakar, pour moi, il a rempli un vrai rôle de patron hier. C'est vrai que en l'absence d'Alvaro, on avait un peu peur mentalement qu'il y ait un peu de défaillance dans ce registre-là. Et bien, Kaletakar a non seulement pris le costume, mais pour moi, il lui va beaucoup mieux qu'à son collègue. Et c'est le joueur qui a fait le plus de tirs, Oui. alors que c'est un défenseur central. C'est dire la pauvreté C'est très mauvais signe ça. du secteur offensif marseillais. Donc, ouais. ça. Donc, C'est pour très moi, drôle, Kaletakar. Parce que les observateurs se sont mis d'un coup à encenser Tchaletatchar parce qu'il a mis 2 buts alors que ça Ouais. fait un an qu'il est très Ouais, très depuis- bon. depuis la reprise de la saison dernière, Mais ouais. bon, c'est toujours pareil de toute façon. Et l'intelligence d'encenser un défenseur qui marque des buts. tu vois. Oui, Attendre oui. le moment qu'il marque des Oui, c'est buts ça, pour ouais. l'encenser. Non, mais c'est comme Thiago Alcantara, personne n'en parlait jusqu'à il y a 2 semaines. Ouais, c'est vrai. Messieurs, votre fatigué du match, je pense qu'on va plier ça très vite. Hein. Pour moi, écoute, Je pense que ça va être très rapide. moi, Hiroki Sakai, je suis désolé. Ah oui, Ça, je suis très sérieux. Les latéraux. Enfin, Ouais. Oui, voilà. Je je dis dirais que Hiroki- les latéraux étaient en je difficulté. dis Hiroki c'est vrai. Sakai, mais après, à ma vie, j'ai envie de lui dire, il a eu Covid cette semaine. Bon, même quand il l'a pas, il est mauvais, mais cette Ça semaine, fait j'ai envie de 3 dire ans qu'il a Covid. le Covid. Il avait avant même que la maladie. Soyons honnêtes. L'année dernière, il fait pas une saison exceptionnelle, mais il est plutôt correct. Il est Oui, correct. Il est moins mauvais que la saison d'avant. Non, il est Non, correct. il est correct, il a l'année fait des dernière. bons Non, il est matchs. correct. Il a fait des bons matchs. C'était pas non plus. Ouais, mais vous avez un niveau d'exigence trop bas pour Azir et moi. Mais hormis les latéraux, mais je veux qu'on le dise. Hormis Non, les ne le latéraux. dites pas. Mais pourquoi vous voulez qu'on passe une mauvaise première comme ça? Vous voulez m'énerver d'un coup? Moi, j'assume, je fais une fixette. Je fais une fixette. Sur Radonjic. Sur Radonjic, je fais une fixette. Ah, vous prononcez les noms comme ça, normal. Ah, On fait du name dropping. Je fais une fixette, c'est pas possible. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa formation, je sais pas, non, vraiment, je sais pas. Et en plus, le pire, hein, c'est ce que je trouve extraordinaire avec ce joueur, c'est qu'il peut pas exploiter ses qualités athlétiques, de vitesse, de puissance, parce qu'il est tellement bête que sa course, elle va pas être bonne.
Le pire, c'est que je peux même pas lui en vouloir. Je suis complètement d'accord avec lui. Mais c'est pour ça que je l'aime, moi. C'est ça la différence. 3 en retard, où son contrôle ne va pas être bon, donc il ne va pas profiter du temps d'avance qu'il avait sur le défenseur, sur l'adversaire, pour exploiter sa qualité de vitesse, qui est censée être sa qualité première. Il y a trop de déchets, trop de c'est vide en haut, tu vois, c'est pas jouer au foot comme ça. J'aurais rêvé avoir une attaque NJ Randonic. Ah franchement, ouais, on n'est pas passé loin de voir ça. Ça aurait été incroyable. Pendant 2-3 saisons, je me suis toujours dit que NJ est l'un des joueurs les plus bêtes qui soit passé à l'OM lors des dernières années. Ouais. Et là, il y a égalité avec Radonjic, franchement. Je l'ai défendu. Écoute-moi, il y a même pas égalité. Radon, il est très loin devant. Parce que NJ, il a des moments de lucidité des fois. Où, en fait, NJ, ce qu'on lui reprochait, c'était pas complètement d'être bête, c'est que des fois. Non, attends, laisse-moi parler. C'est que des fois, son cerveau se déconnecte. C'est qu'entre le moment où il contrôle le ballon et le moment où son pied va le toucher, soit pour frapper, centrer, faire une passe, il va se passer 500 trucs. Il sait pas trier les idées. Radon, je pense vraiment que c'est vide. Il n'y a rien. Une attaque NG Radonjic, ça aurait été pas mal. Moins ça fait plus. Scientifiquement parlant, j'aurais payé très cher pour voir ça. Ça aurait été quelque chose. Ah, franchement, ouais. Le pire, c'est que Radonjic, juste pour terminer, c'est qu'au début, quand il est pas bon avec Garcia, on se dit bon, c'est Garcia, il donne pas confiance, etc. Donc on est un peu indulgent avec lui. Mais là, c'est plus possible, franchement. Et en plus, je vais rebondir dessus parce que j'avais mis un petit tweet dessus il y a quelques jours. Allez, règle tes comptes, vas-y, on est là pour ça. Il y a le fan club de Radonjic qui m'est tombé dessus. J'avais envoyé mes petits soldats et quand à ton encontre. Nul comme ça, que tu fais des clips auto-promotionnels où tu montes ta Ferrari, etc. Mais c'est nul. Non, mais ça, il y a mon cousin qui apparaît, donc je peux rien dire. Non, mais ça, bon, après, on va pas débuter un débat, mais bon, moi je trouve. Ils veulent tous refaire Benzema, sauf que Benzema. Non, c'est même pas Benzema qui a lancé ça. C'est Aouar, je crois. C'est même pas Benzema qui a lancé ça. Non, le roi de ça, c'est Memphis Depay. Depuis qu'il est à Manchester, il fait ça tout le temps. Oui, il le faisait même quand il était pas bon, donc il a persévéré. Moi, je crois en Radonjic. Moi, de toute façon, j'attends avec impatience le groupe de la Ligue des Champions. Parce que si sur un très mauvais soir comme l'OM, on a le secret lors des tirages au sort, on peut arriver sur un groupe composé du Real Madrid, Manchester City, l'Inter de Milan. Ce qui serait le pire tirage possible. Quand on prend les meilleures équipes des trois chapeaux. Ou alors Bayern de Munich, Manchester City, Inter de Milan, comme vous voulez. Et donc on peut avoir un affrontement Radonjic-Alphonso Davies. On peut avoir un affrontement Radonjic-Jordi Alba. Mais pourquoi tu veux voir ça? T'es maso? J'aime bien. On peut avoir des affrontements Radonjic, Joao Cancelo. Ça, au niveau, ça peut être très très bien, ça aussi. Donc, je veux voir ça, moi. Moi, vivant, je veux voir ça. Et je veux voir un Inter-OM pour que Antonio Conte se rende compte de Radonjic et qu'il veuille le recruter à l'Inter. Parce que Radonjic sous Conte, ça peut être historique. Je crois qu'on peut marquer une petite pause sur ça, non? Une petite pause musicale. Faut qu'on souffle un peu après ce qu'on vient d'entendre. Une petite pause musicale et on se retrouve après pour continuer le débat. De retour sur RK13, l'émission Passe ton ballon, la première. Merci d'être avec nous, merci pour tous les messages que vous nous envoyez sur le hashtag Passe ton ballon sur Twitter. N'hésitez pas à nous en envoyer encore, à envoyer vos questions, vos remarques. On essaiera de vous lire un maximum. Là, par exemple, j'ai Camélus qui fait un hommage à Diolo Scones, notre fameux Jordan Ayou national qu'on salue. Allez lire la Canebière Academy. La Canebière Academy sur orge.net. Allez la lire, vraiment. Le meilleur débrief sur les matchs de l'OM, c'est la Canebière Academy par Camélus. Exactement. Allez la lire après chaque match de l'OM. Et nous, on reprend le débat sur l'OM. On va parler mercato cette fois, messieurs. Un mercato bon marché, peu animé, à moindre coût, un peu ennuyant même, on va dire. La question elle est simple, c'est que pour le moment il reste quand même 3 semaines de mercato, mais est-ce que vous êtes satisfait de ce qu'a réalisé l'OM sur le marché des transferts? Amaïs? Ben oui, pour le coup ça ne coûte rien pour l'instant. Avant de chercher de la qualité, déjà il faut de la quantité. Là quand je vois les options de rotation pour notamment l'attaque, j'ai mal à la tête, sachant qu'on va jouer la Ligue des Champions. On a besoin de renforts à tous les postes. Donc justement, c'est de la qualité qu'il faut devant. Parce que la quantité, tu l'as. Non, mais le 11, il a. Oui, voilà. Donc, mais la quantité. Parce que ton trio, c'est Pipa, Payet, Thauvin. Et tes remplaçants, poste pour poste, c'est Germain, le Prince à gauche et Ake à droite. Oui, non, mais parmi les 3 joueurs que tu viens de citer, pour moi, il y en a qui n'ont même pas le niveau pour être remplaçants. Voilà, c'est pour ça que je te dis la quantité. Ce que je te dis, c'est de la qualité. Donc. Parce qu'au niveau numérique des contrats pro, ils y sont. Oui, non, mais tu vas pas jouer sur les mots contrat pro. Moi, je te parle de quantité, mais de joueurs valables, entre guillemets, de niveau correct. Donc non, pour l'instant, les 3 recrues renforcent des postes où on avait besoin de joueurs.
Maintenant, ouais, il faudra être inventif pour les postes offensifs. Surtout que tout le monde a suivi la déclaration de Longoria. Non, c'est une déclaration ou une information l'enveloppe de 5-6 millions. Non, c'est une information de la Provence, Je sortie pense ce matin. Autant pour moi. Bah, il faudra être inventif. C'est sûr que tous les noms qu'on connaît en Ligue 1, Ligue 2 ou dans les championnats majeurs, il faudra oublier. Parce qu'avec 5-6 millions en 2020, on ne peut rien faire pour ce genre de joueurs. Il faut tenter des coups, quitte à ce que ça soit des ratés, mais au moins tenter. De toute façon, on n'a pas d'autre choix. En tout cas, comme tu le disais, les recrues qui sont arrivées comblent vraiment de vrais trous dans l'effectif. Surtout au niveau des profils. Surtout au niveau des profils. Idriss, toi tu nous parlais de Gueye que tu as pu observer un petit peu, qu'est-ce que tu peux nous dire sur lui, même sur les deux autres, sur Balerdi qu'on a vu à Brest, ton ressenti sur Balerdi, je ses l'avais arrivées. jamais vu avant. Franchement, c'est très compliqué d'aller choper le peu de matchs qu'il a joué en pro. Donc on s'est fié surtout au match de dimanche. Après, oui, ça a l'air d'être un défenseur qui, ce qu'on qualifie d'élégant. En gros, il défend debout, quoi. Il a pas l'air d'être embêté avec ses pieds. Je pense que le problème pour l'instant, ça va être au niveau de la gestion et de la compréhension aussi par rapport à ses partenaires. De savoir que tu peux pas faire une passe à mi-hauteur à Sakai parce qu'il sait pas la contrôler. De savoir que tu peux pas faire une passe, c'est vrai, parce que c'est de savoir au niveau de la relance, de savoir que si tu mets un ballon à Strootman et qu'il y a deux joueurs qui arrivent sur lui, ça sert à rien. Donc je pense que le problème, que Balerdi, sa solution va plus se trouver là dans son adaptation, parce que les qualités, il semble les avoir. Après, pour Pape Gueye, voilà, c'est à son arrivée, du coup, merci Footballia avant que ça tombe, avant que ça crache. On a pu choper vite fait des matchs du Havre et aussi choper. Ça a craché ? Ah oui, ça n'existe plus Footballia aujourd'hui. On attend que ça revienne. D'accord. On espère que les patrons de Footballia sont dessus nuit et jour parce que vous nous écoutez. parce que moi ça me manque. Et pour de vrai en plus, même pas une vanne. Mais sinon, Pape Gueye, oui. Après, on a parlé un peu de quelques copains qui regardent beaucoup la Ligue 2. Et après, voilà, vous savez qu'on peut décrire un joueur autant qu'on veut. Moi, j'aime bien les comparer à des joueurs qu'on connaît déjà, pour que tout de suite ça parle un peu plus. Ça peut être casse-gueule, ça. Ça peut être casse-gueule, mais après je parle pas de niveau ou de talent ou quoi, je parle juste au niveau du profil. En gros, quel type de joueur il ressemble. Là, les auditeurs, c'est le moment d'enregistrer et de ressortir ça dans 6 mois. Quand Gueye aura fait 4 minutes de jeu, on ne peut pas y échapper à ça. Parce que voilà, on m'avait reproché quand j'avais comparé le petit Filippono, le capitaine de la réserve, à Verratti, et alors que 2 ans plus tard, le petit il a toujours pas joué un match. On en reparlera, on fera une émission sur les jeunes plus tard. Mais voilà, Pape Gueye ressemble beaucoup à un Imboula, mais avec un plus gros volume de jeu. Parce qu'Imboula, c'était un peu plus. Il prenait le ballon, il cassait la ligne, mais voilà, il n'allait pas non plus courir, il n'allait pas couvrir une masse de terrain. Avec une plus grosse tête, non ? Oh, ça c'est compliqué, non, je pense pas. Ça au contraire. mais justement, Pape Gueye a l'air plus d'avaler les kilomètres. Est-ce que Pape Gueye peut se pointer au CFC avec un survêt du Bayern ? Toi, tu cherches. On l'oublie, ça. C'est vrai qu'Imboula avait fait ça. C'est historique. Ah, vu l'histoire, il a fait une Joe Star aussi, il a voulu frapper une hôtesse de l'air. Tu en sais beaucoup. C'est- Pas des insiders. Non, ça avait fait polémique à l'époque. C'était à la fin de la saison Marcelo Bielsa. Donc en tout cas, Gueye, casseur de ligne. Alors fais attention, c'est un terme qu'on ne peut plus dire selon Daniel Riolo. On peut plus dire casseur de ligne et box-to-box, il a dit l'autre fois. Est-ce que tu veux vraiment que je te dise ce que je pense Pourquoi on peut plus dire ça? Je sais pas, il a dit ça veut rien dire, il faut arrêter de dire ça. D'accord. Ah, Donc voilà. Daniel Riolo décrète. Voilà, le on ne lexique dit football, plus. d'accord, Vous avez entendu, on écoutait la radio, on ne dit plus casseur de ligne et box-to-box. On a le droit de dire d'un défenseur noir d'1m90 qu'il est bon au foot ou pas? Ah, ça, je pense que Parce qu'avec lui, c'est compliqué, Ouais, hein, non, parce que, c'est- Parce que sinon, d'apparence, il est rugueux. Ouais, c'est voilà. C'est par exemple Jules Koundé, c'est un bourrin. Voilà, c'est un bourrin. Donc d'une Ou pas Mécano, il sait pas faire un contrôle du non, gauche. je pense pas. Je pense pas. Dans le football de Daniel Riolo, ça n'existe pas. Azir, toi, ton avis sur ce mercato, même J'aime s'il bien n'est pas sa femme, terminé. Il est sorti tranquille. Sur la voie d'accélération, il te l'a glissé, celle-là. Sur ce mercato qui n'est pas encore terminé, est-ce que tu es pour l'instant satisfait, déçu Satisfait, non pas totalement parce qu'il y a encore des manques, notamment dans le secteur offensif. Après, les deux recrues semblent intéressantes. Au niveau du profil, c'est des jeunes joueurs qui semblent avoir un potentiel intéressant, voire un fort potentiel. Après, je les connaissais pas assez avant, surtout Balerdi, que j'avais absolument pas vu auparavant. Donc, me prononcer sur le seul match que j'ai vu, c'est le match qu'il a fait face à Brest. Première période plutôt intéressante, deuxième période très compliquée, comme à l'image du reste de son équipe. Au niveau des profils, ça a l'air intéressant, mais j'attends encore un arrivée de choix, même si ça semble très compliqué, vu que la manne financière de l'OM, des fois, je sais où va l'argent, mais vraiment, genre,
Même si l'OM, on sait que ça a des complications financières, etc. Mais ça me dépasse. Mais après, les chiffres, je ne maîtrise pas trop. Donc j'attends vraiment un renfort de poids sur le plan offensif. Là, au niveau de la doublure en latéral gauche, ça fait très longtemps qu'on attendait ça. Ils ont chopé Nagatomo. Comme ça, là, ça m'emballe pas trop. Je veux dire, franchement, ça m'emballe pas trop, pardon. Après, on verra. Il semble avoir une hygiène de vie correcte. Il semble être encore dans le coup sur le plan athlétique. J'attends de voir sur le terrain pour vraiment avoir un véritable avis. Mais franchement, là, de base, ça m'emballe pas trop. Donc, j'attends vraiment devant. J'attends le thé. Faut vraiment devant. Il faut vraiment arriver. Les amis qui, comme moi, suivent Azir depuis très longtemps sur Twitter, là, je pense qu'on va avoir de la métaphore animale dans pas longtemps. Pourquoi tu le chauffes comme ça? Moi, quand il utilise piste de dromadaire, tout ça, je suis... En tout cas... Azir, tu parlais de l'attaquant. C'est maintenant le poste où on attend un renfort. Toi, Maïs, tu parlais de cette information qui est sortie dans la Provence ce matin, comme quoi l'enveloppe serait de 5-6 millions. Alors déjà ça... J'ai mal à croire. Moi, avec les pistes qui sont sorties, Boulaïdja, le petit Mexicain qui joue à Santos Laguna, c'est beaucoup plus cher que 5-6 millions. Juan José Macias, exactement. C'est quand même plus cher que 5-6 millions, donc c'est un peu surprenant là, cette info. Après, tout à l'heure, je me suis amusé un peu à chercher les attaquants qui se sont un peu révélés en Ligue 1 ces 2-3 dernières années pour voir combien ils ont été achetés par les clubs où ils ont explosé. Je vais donner un exemple rapide. Osimhen, quand il arrive de Charleroi pour Lille, c'est 22 millions déjà. Avant de partir. Autant Oui. Ah oui. Avant de partir. J'aurais dit moins. Ouais, c'est 15. C'est Transfermarkt. T'es pas un peu Marseillais? C'est Transfermarkt, 22 millions. Sinon, avant de partir pour 70 millions à Naples, c'est 22 millions de Charleroi à Lille. Donc c'est déjà 5 fois le prix annoncé par Longoria. Donc très cher, déjà. je vois pas ce qu'ils pourront faire avec. Donc... Tu as des exemples comme ça, mais je peux te sortir un contre-exemple. Oui, mais je te parle dans les 2-3 dernières années. Hein. Oui, pas... Moi, je remonte un peu avancé. Je crois que c'était il y a 5 ans. En plus, c'est une piste qui a été évoquée là, à l'OM. Islam Slimani, quand il arrive d'Algérie au Sporting Portugal, il le paye 300 000 euros. Mais c'était même pas il y a 5-6 ans, c'était il y a beaucoup plus. 15 ans, le marché a changé, d'accord. Oui, voilà. Dans le marché de transfert, il y a un avant, il y a un après Neymar Coutinho, Dembélé. Oui, d'accord. Mais je veux dire, c'est qu'il y a quand même des championnats mineurs où tu peux faire des coups. Et justement, si tu as recruté un soi-disant head of football, je ne sais plus quelle est la dénomination exacte, c'est pour son réseau, c'est pour nous trouver des joueurs qui sortent justement des sentiers battus qu'on ne connaît pas. Sinon, on n'a qu'à demander au suiveur lambda de foot qui est assis sur son canapé, qui regarde les émissions de foot. Ah bah, Boulaïdja de Reims, il est en train d'exploser. Oui, sans blague, on est en train de le voir aussi. Mais non, il faut tenter des coups. Je pense que les supporters marseillais ne sont pas dupes. Si on tente des joueurs à 1 million ou à 2 millions et qui se révèlent être des flops à la fin, c'est pas grave. Au moins, on a essayé, on a tenté un truc. Mais plutôt que de mettre 20 millions sur 15 millions, par exemple, sur un Mitroglou, qui a été un flop monumental. Ou 8 sur Germain. Ou 8 sur Germain, voilà. Ben, on sera moins indulgent, mais juste qu'on soit créatif, comme on a su l'être à l'époque, il y a quelques années, sous la présidence de Pape Diouf. Justement, là tu parlais de joueurs qui ne sont pas connus du grand public. Est-ce que vous avez des idées, des propositions? On sait jamais s'il nous écoute, Pablo Longoria. Moi, sur FIFA 20, tu vois, ça commence très mal. Avec Julian Alvarez de River Plate, je l'ai monté à 89. Écoute-moi, c'est une bombe. Mais bon, mais non, mais c'est par exemple un gars comme ça, même un gars comme ça, je pense que c'est très cher parce qu'il a l'étiquette. Déjà, mais parce qu'après, du moins, on a la fourchette. Parce qu'en fait, on ne sait pas combien ils sont prêts à mettre. Ce matin, on a eu la fourchette 4-5 millions. On peut pas te dire 4-5 millions. Oui, il y a Alexandre Malengom en Belgique, l'ancien attaquant de Marignan Gignac, qui a planté 25 buts et qui maintenant, peut-être il vaut moins de 5 millions. Il y avait Papi Mnouba, qui est l'ancien attaquant de Consola, qui est maintenant Chamois-Niortais, c'est moins de 5 millions. Mais est-ce que ça va marcher à l'OM? Des bons attaquants qui vont marquer, je peux t'en trouver. Mais après, on sait très bien qu'un attaquant qui marque dans 90% des clubs de France, il va arriver à l'OM, c'est pas la même carrière, c'est pas le même sport. Donc et surtout dans une fourchette de prix aussi basse. Il y a Yesaïdou sur le hashtag Passe ton ballon qui nous dit Longoria bluffe. Un peu comme tu bluffes Martoni. Oui, sur ça, il veut parler du montant. Peut-être sur le prix, sur le montant. Moi, ça me paraît très surprenant. Cisco, je sais pas toi ce que tu en penses, mais ce montant de 5-6 millions. 5-6 millions déjà sorti comme ça, c'est suspect, oui, effectivement. Et non, c'est vrai qu'on disait souvent qu'on a tendance à faire payer plus cher à l'OM et racheter aussi moins cher à l'OM.
Donc peut-être c'est juste pour lancer un chiffre comme ça et il y aura peut-être une enveloppe un peu plus conséquente. Mais même un peu plus conséquente, si c'est 10 millions, c'est rien non plus. Tu n'iras pas plus. De nos jours, on n'a pas vendu. Hein. Non, on n'a pas vendu. C'est ça en fait, moi, ce que je voulais dire depuis tout à l'heure, après je laissais un peu faire. Mais c'est que le mercato, où il me déçoit le plus pour l'instant, c'est même pas au niveau des arrivées, c'est au niveau des départs. Parce que Valère Germain, il était annoncé en fin de saison dernière, avant le Covid, à Saint-Etienne, à Nantes, il était un peu annoncé un peu partout. Il allait apporter son expérience à Rennes et tout ça. Il est toujours là. Sanson, on a annoncé à Bournemouth, West Bromwich Albion, Stoke City, il est encore là. Calais Takar, visiblement Arsenal préfère prendre Gabriel, je comprends pas, mais écoutez, c'est leur choix. Chelsea qui préfère prendre Malang Sarr, donc il y a des grands clubs anglais, on a annoncé un peu partout. Ils sont encore là. Après, pour Calais Takar, je m'en plains pas, mais voilà, c'est dans le sens des départs, c'est là où on n'arrive toujours pas à trouver des clubs. Si vous permettez, voilà, je fais un peu mon insider comme ça. Non, en fait, la petite histoire, c'est que Mitroglou, qui est officiellement toujours au club aujourd'hui, a été lâché par ses agents. Personne n'est en train de trouver une porte de sortie à Mitroglou aujourd'hui. Mais il va rester. Hein. Oui, mais justement parce c'est que un énième boulet parce qu'il a un contrat pourri à son âge. là. Il a un contrat pourri, donc en gros, il touche beaucoup trop par rapport à ce qu'il est capable d'apporter. Donc le club qui lui cherche un club depuis 2 ans, il est un peu désespéré. Donc ils sont un peu résignés de dire bon écoute, on va te payer pendant 1 an, rien faire. Et ses agents lui disent t'as pas été sérieux pendant ton prêt au PSV Eindhoven et à l'OM ça a complètement pas marché, t'as une cote qui est égale à 0 sur le marché, on va rien faire pour toi. Donc aujourd'hui, va falloir se résigner à tous ceux qui espèrent voir Mitroglou partir. Tant que l'OM ne lui signe pas de chèque de licenciement, il restera à l'OM jusqu'à la fin de saison. Et ça va être un nouveau boulet un peu à l'image de Grégory Sarčić. À qui on a réservé le même sort, parce que Villas-Boas avait dit à Mitroglou au début de la préparation, ne viens pas t'entraîner, je compte pas sur toi, ça sert à rien. Et puis bon, juridiquement parlant, il doit se rendre sur son lieu de travail pour toucher son salaire. Donc il doit venir, mais en gros, il s'entraîne même pas avec l'équipe. Et donc il ne fera pas partie du groupe, donc complètement ce ne sera pas jamais. l'attaquant tant recherché. Surtout qu'en réserve, on a signé un contrat pro à Jaurès Raoult, il y a Yacine Ressa qui va revenir de blessure. Je pense que Villas-Boas est tellement désespéré du grec que si jamais il y a une hécatombe inattendue devant, on confiera plus les clés du camion aux jeunes. On parlera des jeunes dans quelques minutes, mais juste pour terminer sur le poste d'attaquant, on parlait de Boulaïdja, de Macias. Est-ce que vous avez peut-être d'autres idées, d'autres profils? L'attaquant de Metz. Diallo. Ah, c'est trop cher ça. À c'est déjà trop cher. Mercato d'hiver, ça parlait de lui à 15-20 millions. Non, il faut vraiment tenter des inconnus. D'ailleurs, 013 qui est ici dans le studio se cache quelque part. a parlé d'un jeune Sénégalais en provenance de Diambars qui est à l'essai jeune de 18 ans. Et qui a des gros stats dans le championnat sénégalais. Eh ben on essaye d'en prendre 1, 2, 3, 4 comme ça, qui ne coûtent rien. Et si on a un peu de flair, j'ose espérer qu'il y en a un qui va marcher. Voilà, de toute façon, on n'a pas le choix. On ne peut pas acheter des joueurs à 8, 10, 15 millions. Après, tu peux espérer en fin de mercato un prêt venu nulle part d'un gros club, d'un joueur qui bouderait dans son club et qui aura envie d'un peu de temps de jeu, quoi. Mais là aussi, est-ce que c'est pas une vision court terme la Balerdi, on se dit on se le fait prêter, mais on sait pas. Après, moi je prends ça pour l'instant comme une saison où on n'a pas d'argent, tout ça. Bon, bref. Le but, c'est de retourner en Ligue des Champions pour avoir en saison 2 l'argent de la Ligue des Champions qui là va te permettre d'investir. En fait, je vois ça comme ça. Un peu comme la saison de transition d'Elibop 2012-2013 où Deschamps et Dacier avaient vidé les comptes. Parce qu'il fallait investir sur Gignac, sur Lucho. On avait donné des gros salaires à Jawara, Heinze. On avait prolongé des joueurs à des très gros salaires aussi. André Ayou, Valbuena, tout ça. Et cette saison 2012-2013, où tous les gros salaires étaient un peu partis, on avait ouvert la porte à Mbia, Loïc Rémy pour qu'ils s'en aillent. Et derrière, on a fait des coups qui sont avérés être certains des flops, comme Sougou, Kadir, Raspantino, Abdallah. Mais au final, ça t'a permis de finir à la 2e place et de lancer... ce qui a été la chapelle Sixtine de Vincent Labrune, le fameux projet Dortmund à 45 millions, où sur le court terme, tu as des jeunes comme Lemina, Benjamin Mendy, Gianelli Mboula, Florian Thauvin, et il y avait aussi Dimitri Payet qui est arrivé dans cet été-là. Ça n'avait pas marché sur l'année où on finit 6e, 5e. Bon, 5e ou 6e, on s'en fout. Bref, en tout cas, on est très loin du podium. Ouais. Et derrière, vu que ton investissement il était raté, tu repars sur une saison. Bon, là, après, c'est encore floriclasse, mais en gros, vous avez compris l'idée sur la saison 2012-2013 où tu tentes des coups, COUP à très bas coût, COUT. et avec une base effective, comme on l'avait à l'époque, de 12-13 joueurs, donc les Benoît Chérou, les Diawara, les Ninkoulou, les Morel,
qui reste la même, auquel tu ajoutes des petits joueurs comme ça qui vont te permettre qui vont te permettre d'atteindre le podium pour retourner en Ligue des Champions, d'avoir la manne financière de la Ligue des Champions sur une année 2 et derrière réinvestir et pas faire un projet Dortmund bis. En tout cas, sur Twitter et sous le tweet de 1303 qui nous a fait une passe décisive, on le remercie d'ailleurs. On a beaucoup de propositions sur Twitter d'attaquants. Alors je lis pêle-mêle, on a du Moiskin, du Boulaye Dia, Mariano Diaz, Michi, un certain Sean Weissman. Il faut arrêter avec Michi, c'est bon. Il faut arrêter là, les Tu gars. sais que Mariano Diaz, en prêt, ça se tente. Hein. On a du Jimmy Briand, on a du Zekiri, Non, je crois ça, que c'est le ça, jeune c'est Kosovar. On a du Hudson Edouard, du Skamaka, Diallo, comme tu disais, Cisco, un certain David Okereke, Oui, Milik, c'est celui qui a marqué contre le Real. qui joue au Cercle Bruges apparemment, d'après Marcelino sur Twitter. Cercle ou Club Bruges? Cercle Bruges. Ah, Peut-être que Sinon, moi, je viens de lire une proposition. on a du Lincoln et du Morelos et du Milik. Morelos, c'est très bien, si je peux rebondir sur ça. Morelos, là, c'est trop tard pour le prendre maintenant. Il est au Rangers, il est évalué à je sais pas combien, il est attaquant de la Colombie. Un mec, voilà, ce que je veux à l'OM, c'est qu'on prenne un joueur comme Morelos avant qu'il signe aux Rangers. Avant qu'il signe aux Rangers, il était, je crois, il me semble, à Helsinki. Et il a dû coûter combien? 1 million. Ben voilà, c'est pourquoi c'est les Rangers qui vont chercher ce type de joueur et pas l'OM. C'est sur ce type de marché qu'on doit se mettre. Morelos, actuellement, les Rangers n'ont aucun intérêt à le brader. Il y a des intérêts de clubs de première ligue. Donc, Je finirai par une dernière proposition, c'est Bagdad Bounedjah. Ouais, c'est celle-là que je voulais dire. arrêtez de rêver, il a un salaire de Pacha au Qatar. Il va pas venir. Il a un salaire, il est monstrueux. Mais son Slimani, c'est impossible. Mais oui. Mais je pense Slimani, qu'il non, attends, le il salaire. est déjà annoncé à Rennes. Ah. Il est Et déjà puis annoncé pareil, à Rennes. Slimani, c'est quoi le projet que tu lui vends? Tu vas alterner avec Benedetto? Slimani, s'il vient, c'est pour jouer. Oui. Ouais, c'est pas un joueur que tu fais rentrer à 20 minutes de la fin en espérant qu'il débloque le match. C'est soit il commence, soit il sert à rien. Tu parlais Idriss des jeunes de Yacine Ressa notamment. Pour faire une courte analyse sur la situation du centre de formation, on a vu beaucoup de signatures professionnelles. Je crois que c'était au mois de mai ou juin, si je dis pas de bêtises. Énormément de joueurs qui ont signé, certains d'entre eux qui ont intégré le groupe pro. Est-ce que parmi ces joueurs, il y a des prétendants, je dis que des prétendants à intégrer le groupe de temps en temps cette saison, qui peuvent venir combler les trous quand il y a des blessés, des suspendus? Je parle. Nassim Ahmed. Je dis ça parce qu'il est comorien, c'est tout. Non, mais je parle aussi sous Azir. On sait jamais si je peux oublier parce qu'Azir et moi on suit la réserve et les équipes de jeunes depuis longtemps. Mais en tout cas, sur ceux qui ont été signés cet été, j'en vois pas un Ils sont seul. très jeunes, c'est peut-être pour Voilà, ça c'est aussi. surtout pour ça. C'est que la plupart c'est des 2002, des 2003. C'est un peu trop tôt. C'est surtout ceux qui ont été signés l'an dernier. La génération Flippono, Marley Ake. C'est eux qui sont un peu plus appelés. Ali Mohamed, Rokia. Rokia, non, c'est mort. Ali Mohamed, Flippono, c'est eux qui sont un peu plus amenés à tourner s'ils n'arrivent toujours pas à trouver de club d'ici la fin du mercato. Avec Amadou Dia aussi. Bon, au niveau des gardiens, c'est plus compliqué. C'est un peu plus eux qui sont amenés à taper à la porte des pros, plus que ceux qui ont été signés cet été, parce que ça soit Cheikh Soirée, Amazir, tu me dis si je dis une bêtise, Cheikh Soirée, Kamardine, Bertelli, Raoult, c'est encore trop jeune, Richard aussi, Richard plutôt, c'est encore vraiment très jeune pour l'instant. C'est des joueurs qui, pour la plupart, ont même pas 10 matchs en National 2 en réserve, donc on sait à quel point c'est important de passer par là, de passer par l'étape senior avant d'aller en Ligue 1, avant d'aller toucher le très haut niveau senior. Et donc, il semble un peu tendre. Après, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Parce que Marley Ake, au final. On l'attendait pas à Marley Ake, oui, au final. Oui, en fait, si Tovin se blesse pas et si Diadji ne rentre pas dans le bras de fer avec le club, Marley Ake, on n'entend pas parler de l'année. Hein. C'est juste qu'il a joué dans un concours de circonstances qui fait que, et même nous, quand Mais il a saisi sa chance. Complètement. Il a très bien fait et il le fait très bien. Et on a vu d'ailleurs avec le match du Prince dimanche, parce que mais justement, on a vu que c'est après une énième action ratée par Radonjic que Villas-Boas, tout de suite, on sent qu'il a commencé à être agacé, a fait sortir le Serbe pour faire entrer Marley Ake. Donc il semble avoir en plus un spot qui va se libérer pour lui. Et il est rentré sur le côté, alors que Villas-Boas le faisait rentrer en neuf. Azir, est-ce que tu penses que Ake, ça peut être une solution sur le côté? Je dis pas en neuf. Dans le cas où un neuf arrive, est-ce qu'on peut compter sur un Marley Ake pour prendre le couloir gauche ou droit en backup? Je le préfère sur un côté, moi. Ouais. Je le préfère sur un côté. Je pense qu'il n'a pas encore. Peut-être que ça deviendra un très bon avant-centre. Attention, je ne le condamne pas. Il est encore très jeune. Il est au tout début de sa carrière. Peut-être qu'il prendra en épaisseur et qu'il pourra avoir la capacité de jouer dans l'axe. Mais je le préfère sur un côté. Il est beaucoup plus virevoltant, beaucoup plus percutant qu'un Radonjic, beaucoup plus précis techniquement, beaucoup plus intelligent.
que quand le Serbe. Donc ouais, moi je préfère quand il rentre sur un côté. Bon, on l'a vu, il a pas fait l'entrée exceptionnelle, mais sobre, on efficace. sent qu'il peut créer la zizanie. Il y a un truc sur Ake aussi. En fait, sa plus grande force. Des tacles, des assassinats. Il semble insaisissable. En fait, sa plus grande force, c'est qu'il sait ce qu'il sait faire. En gros, il improvise pas, il va pas tenter un truc. Voilà, il connaît ses qualités, il sait qu'il va vite. Techniquement, bon, c'est pas le genre de joueur qui va dribbler 11 joueurs avant d'arriver devant la surface, mais il sait qu'il a ses petits crochets courts, il a cette capacité d'accélération qui peut faire la différence. Devant le but, il est loin d'être maladroit. Ça, autant moi, j'ai été plutôt dur un peu avec lui quand il commence à jouer avec la réserve. Autant ça, on peut pas lui enlever, parce que lors de la saison 2018-2019, quand il commence un peu à jouer avec la réserve, c'est un des meilleurs buteurs de l'équipe. Il a enchaîné des triplés même, si je me souviens bien. Ça c'est Liadji, ça. Ake, il a juste fait un triplé en réserve. Après, avant de débuter avec les pros, en début de saison dernière. Il reste meilleur buteur de la N2, alors qu'il a arrêté de jouer. Mais il a mis qu'un seul triplé. Mais il sait ce qu'il sait faire, il a le sens du but, donc il a une chance devant lui. Après, à lui de la saisir. Mais voilà, après, très franchement, il faut que les gens se calment. C'est loin d'être un crack. S'il peut devenir ne serait-ce qu'un très bon joueur de complément, ça sera déjà excellent. Là, ça a failli descendre au Vieux-Port parce qu'il a été sélectionné en U20. En équipe de France Après, U20, ça fait partie du jeu aussi. Oui, c'est du moment où tu commences à jouer en Ligue 1, les sélectionneurs... les supporters aussi. Tout le monde, je pense, en tout cas. Une bonne partie des supporters de l'Olympique de Marseille espèrent de voir un joueur offensif issu du centre de formation, même si en fait il n'est pas formé issu du centre de formation. Il sera formé à l'OM pour les quotas, Ligue des Champions, tout ça, mais après il est pas formation. Il est arrivé, il avait déjà 18 ans. Que de la formation. Et donc, mais tout le monde espère voir un jeune issu entre guillemets du centre de formation, un joueur offensif qui plus est exploser. Donc c'est pour ça que dès qu'Ake fait quelque chose de plutôt intéressant, il y a de l'engouement qui se crée, mais c'est normal. En plus, il a une attitude positive. Il est discret. Il est discret. Ouais, c'est un vent de fraîcheur. C'est un vent de fraîcheur, Azir. C'est un vent de fraîcheur. faut la sortir, celle-là. Donc forcément, il sans permis. Il draine un peu du monde derrière lui. Franchement, c'est que positif pour lui. Il continue comme ça. C'est top de voir des joueurs. Très parce que souvent on parle des cracks, des pépites, etc. Mais la plupart des joueurs professionnels ne le sont pas à la base. Oui, parce que c'est des joueurs talentueux pour devenir pro. Avec Azir et avec 13, on fait très attention dans les mots qu'on utilise. Pour nous, des cracks, c'est Mbappé, Kamavinga, c'est Cherki, c'est cette race de joueurs-là. À l'OM, il n'y en a pas. Il n'y en a ni cette année, ni dans toutes les catégories. Il y a des joueurs qui sont très bons, qui sont prometteurs. Si on peut en citer deux rapides, Azir, Zouaoui, Pitou, si on dit que c'est les deux meilleurs joueurs du centre de formation cette année. Sur le plan offensif. Sur le plan offensif, je te parle. 2003-2004, c'est des joueurs qui ont 2003 et 2004 année de naissance. Donc ça n'a même pas 17 ans pour les deux. Donc voilà, c'est des joueurs, ils ont le temps d'évoluer, ils ont le temps de grandir. Zouaoui commence déjà à jouer avec la réserve, il a joué son 3e match hier contre Fréjus, ils ont pris une belle fessée, les joueurs de Philippe Anziani. Donc ils ont le temps de s'aguerrir. Donc, on n'a pas de gros joueurs. Des joueurs, des profils type Camara, des mecs qu'on voit à 14-15 ans et on dit lui, il va percer, on n'en a pas. Voilà. Après, par contre, on a des joueurs qui ont des profils très 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 intéressants. Parmi ceux qu'on signait cet été, moi, mes deux préférés, c'est Kamardine et Cheikh Soirée. Je ne mets pas Bertelli dans mes deux parce que je le vois. Il a un profil qui est un peu trop unique. Il a un profil un peu à la Maxime Lopez qui fait que ça ne peut pas marcher partout. Par contre, Kamardine et Soirée ont pour moi des profils qui sont un peu plus unidimensionnels, qui peuvent marcher un peu partout dans n'importe quel style de jeu. Après, voilà, ça peut encore changer. À leur jeune âge aussi, ils ne sont pas à l'abri d'une blessure qui peut changer tout dans leur carrière. Les croisés, on sait que pour les joueurs offensifs, ça peut tout changer. Il y a un avant et un après. Donc voilà, à voir. On a une belle équipe de Comores qui se prépare de toute façon. C'est ça. Une très belle équipe des Comores qui se prépare. D'ici à ce qu'Azir devienne DTN. On va faire une émission spéciale dessus. D'ici là. Est-ce que Azir sera DTN des Comores avant que Rudy Garcia soit DTN de la FFF? Non, Rudy Garcia sera DTN de l'équipe de France très bientôt. Je sais pas. Sur Twitter, on remercie encore 13 pour son tweet. On a beaucoup de suggestions de jeunes que les supporters aimeraient voir titulaires dans les mois ou les années à venir à l'OM. On a du Ali Mohamed, du Bertelli, tu en parlais. Oui, Ali Mohamed, oui. Du Pitou, du Ake. C'est les noms qui reviennent les plus souvent. 16 ans, Pitou. Il est très jeune, ouais. Il a 16 ans, il a fait toute la saison dernière en U16, il est rentré un peu en U17 nationaux. Il est encore trop jeune. Et en plus, pour ceux qui l'ont jamais vu en vrai, s'il dépasse le 1m60, faut qu'il grandisse. Voilà, vraiment, faut vraiment qu'il grandisse parce que là, le problème, ça va devenir pour lui. Si on l'envoie tout de suite avec des adultes,
la carrière peut être très courte d'un coup. Avant de marquer une nouvelle pause musicale, pour conclure sur les jeunes, messieurs, la réserve, la N2 qui a gagné ce week-end face à Lyon, 3-2, un petit retour sur ce match rapide. Azir, je vais le laisser. Le week-end dernier, parce que Oui. là, ce week-end, ils ont Oui, joué le week-end dernier. Ouais. face à Fréjus, ils ont pris. Non, ce week-end, c'était hier. Oui, hier, et Hier, du coup, pardon. le week-end dernier. oui, Le week-end dernier, on s'est compris. Ça passe trop vite. La deuxième journée, C'est vrai qu'ils ont joué En hier gros, aussi. ils ont joué Ouais, samedi c'est vrai qu'ils contre ont joué Lyon. hier aussi, ouais. Le match que vous pouvez retrouver en replay sur la page Facebook de Chronos. Voilà. J'ai versé ma larme, Si c'est entre fait. parenthèses. Oui, bon, moi, ça, on s'en fout. Non, Et hier, du coup, mercredi, match de semaine. L'OM, hier, c'est Azir, tu étais au Et deux matchs, Azir est-ce que était tu au peux match. nous Ouais, dire j'étais sur au ces deux match. rencontres Ben, là, le premier match, je pense que face au club professionnel, ils auront moins de difficultés que face au club amateur. Ça peut paraître paradoxal de dire ça, mais généralement, les clubs professionnels, c'est une tendance un peu partout en France. On a des effectifs de réserve qui sont extrêmement rajeunis. On a des joueurs. Le match face à Lyon, une moyenne d'âge de 18 ans. Donc c'était un match de 18 ans en vérité, mais au niveau N2 dans la catégorie senior. Donc face à des joueurs de leur âge, ou à peu près, ils auront la capacité de faire face à Fréjus, face à une équipe amateur, aguerrie à ce niveau-là, avec des joueurs beaucoup plus expérimentés. Et Fréjus qui a de très grosses ambitions. C'est Et voilà, une équipe Fréjus c'est qui a- c'est pas une équipe de milieu de tableau de qui a une N2, vraie c'est une équipe volonté, qui a veut fait monter. 1-1 face à Lyon lors de la première journée, là-bas. Et j'ai discuté avec des joueurs de Fréjus. Ils ont tenu tête, aux pépites lyonnaises. Oui, parce que Et- l'équipe que Lyon avait mise, désolé je te coupe, mais c'est juste pour compléter, c'est que l'équipe que Lyon avait mise lors de la première journée face à Fréjus était loin d'être celle qu'ils avaient mis face à l'OM. Ouais, il y a eu 10 changements entre Ouais, les il y a matchs. eu 10 changements et surtout des joueurs qui étaient plus habitués contre Fréjus à jouer en N2, donc Boubacar Fofana, Barcola qui est le troisième Cherki, gardien. Bard. Voilà, et donc contre l'OM ils sont arrivés avec une équipe très 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 jeune. Et donc face à Fréjus, mercredi, ça a été extrêmement compliqué. Je pense que ça va être le même scénario face à la plupart des équipes du championnat, à savoir des clubs amateurs. Parce que physiquement, c'est âpre, c'est dur, c'est un combat permanent auquel des jeunes joueurs de 17, 18 ans, 19 ans, le plus vieux c'est Nassim Ahmed qui a 20 ans. C'est très très compliqué, même tactiquement dans la gestion de la profondeur. Il y a beaucoup de réglages C'est des matchs qui sont formateurs, même s'ils prennent ouais, mais c'est 3-0. formateur, voilà. Même s'ils prennent 3-0, on s'en fout. Le plus important, c'est qu'ils se maintiennent. Parce qu'ils arrivent difficilement à faire depuis 2-3 ans, mais bon, ils y arrivent quand même. Le plus important, c'est qu'ils se maintiennent à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas aller plus loin en France, on ne peut pas monter en National 1. Ils restent en National 2. Après, on s'en fout des scores. Ils peuvent en manger 2, 4, 7, je m'en fous. Tant qu'ils arrivent à analyser les matchs et à comprendre ce qui ne va pas à chaque fois, c'est formateur. Ils vont forcément s'aguerrir. Pour finir, je vous prends un peu par surprise, mais est-ce qu'il y a un match à suivre vu que c'est la trêve internationale? C'est peut-être l'occasion aux gens d'aller voir l'OM à l'OM Campus. Je ne sais pas s'il y a des matchs ce week-end. Reprise des championnats U17. Il y a la deuxième journée du championnat U19 aussi, mais j'ai pas les affiches en tête tout de suite. Les U17, ils vont jouer à Andrézieux samedi. C'est annulé. Info en direct. Le breaking, l'info de 13h13. Andrézieux OM annulé. Voilà. Il est trop fort. Et je crois que oui, la deuxième journée du championnat U19, je crois que c'est OM Béziers. Béziers, c'est Voilà, Béziers OM au Béziers. campus. Ce week-end. Au campus en plus. Dimanche à 15h. Bah, écoutez, Oui, si les matchs vous de jeunes voulez- sont si vous voulez aller voir du- 150 places, Voilà. 151. Voilà. Gratuit, ça m'intéresse. En fait, Non, parce que les matchs de N2 sont payants. Oui. ils sont obligés en fait. Tu es obligé d'avoir une billetterie à partir de la N3. D'accord. Ils sont obligés de faire payer, donc ils vont payer 5 €. Et il n'y a que les Rapidement, féminines. pour finir. Oui, je finis vite. Il n'y a que les matchs des féminines et de la réserve qui sont payants. Sinon, tous les matchs U16, U14, U15, U17, U19 sont gratuits. à l'OM Campus. jouent au ballon. Ah, C'est la provoque. Hein. On Tu veux nous commence faire pas- dès la première, tu veux déjà une polémique. Ouais, je veux pas avoir des nouvelles de Marlène, moi ça. Et c'est bien aussi de se faire son avis en allant. Oui, en vrai, Exactement. voilà. Donc, On en a allez-y, des femmes c'est jouent au formateur foot. aussi. Ouais. pour, Tant mieux de. Et profitez de ce pour l'œil. week-end où c'est la trêve Merci de internationale. nous il y a pas écouter de tout match, ça, donc, mais allez-y. allez-y, c'est C'est vraiment très facile d'accès avec les bus et tout. Donc Voilà. Ouais. Voilà, donc Surtout pour écoutez voir les des experts. femmes jouer au ballon. On marque une petite pause, messieurs. On se retrouve après. On va parler un peu d'histoire et ensuite on va jouer ensemble. De retour sur RK13, la web radio marseillaise, qu'on remercie encore pour l'accueil pour cette première de Passe ton ballon, l'émission foot avec la crème de l'analyse à mes côtés. Et on va ouvrir le livre d'histoire. Alors on n'a pas de nom pour la chronique encore, Ouais, c'est la première. on innove. Mais Amaïs, tu vas nous parler d'histoire, d'OM, d'Europe. Je te laisse la parole. C'est ça. Donc, je vais vous parler d'une période, la période qui a vu les débuts de l'OM en Ligue des Champions. Les années 1970. Une époque où les présentateurs d'émissions sportives ramenaient un chien sur le plateau. Une époque où Michel Drucker était consultant dans ce genre d'émissions sportives.
Véridique, vous pouvez vérifier tout ça sur internet. Commenter match de l'équipe de France aussi. Exactement. Il a tout fait, lui. Les années 70, c'est aussi la période où l'OM a donc effectué ses grands débuts en Coupe d'Europe des clubs champions, l'ancienne formule de la Ligue des champions actuelle. Grâce à son titre de champion de France, l'OM s'octroie le droit de disputer la compétition reine du football européen lors de la saison 1971-1972. Et allez, petit quiz comme ça. Quel club affronte l'OM pour son premier match de Ligue des champions? Petit indice, c'est en Pologne. Moi je le sais, donc, mais je le dis pas parce que Tu n'as pas le droit de jouer. Moi, je suis vieux, je sais. Quand t'es un petit nom comme ça. À l'époque, le Cracovie. billet pour le Vélodrome, ça coûtait 3 francs. Je peux te dire. Moi j'étais OM Forbat. Asie a répondu Cracovie. Ce n'est Ouais, pas je sais pas. Cracovie. C'est raté, donc c'est le Gornik Zabrze. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est une boisson, ça. Et non, Idriss, figure-toi que c'est une équipe loin d'être un faire-valoir parce que c'est le champion de Pologne en 1971 et surtout Gornik a été finaliste de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe une année auparavant face à Manchester City. Donc c'était une bonne équipe de l'époque. Bref, pour les présentations, on est là. Donc c'est le 15 septembre 1971 que surviennent les débuts de l'OM en Ligue des Champions. 42 000 supporters de l'OM se tassent dans les tribunes d'un stade Vélodrome plein à craquer. Les images d'archives sont d'ailleurs bluffantes. On voit notamment une foule de supporters derrière les panneaux publicitaires. Évidemment, on ne pourra pas voir ça aujourd'hui. C'est une autre époque. Et donc, galvanisé par ce soutien fervent, l'OM attaque. Roger Magnusson, Skoblar, les deux stars olympiennes touchent les montants. Puis, c'est au tour de Jan Gomola, le portier polonais, d'écurer l'OM grâce à des parades peu académiques. L'ancêtre du style Anthony Lopez, à savoir boxer le ballon pour un oui ou pour un non. Si vous regardez les images que vous pouvez trouver sur YouTube, c'est très drôle. Bref, et donc ce qui devait arriver arriva. L'OM encaisse un but par l'intermédiaire de Lubanski. Mais le scénario devait forcément être heureux pour la première de l'OM à ce niveau. Alors Bracci décide d'égaliser en première période. Puis la délivrance vient à 12 minutes de la fin. Jackie Novi montre toute sa technique sur le côté droit. Termine son festival par un petit pont. Puissante vers qui l'inévitable Josip Skoblar qui donne la victoire. Il n'y avait que lui, évidemment, pour faire trembler les filets. Et là, le public est en délire, l'enthousiasme est de mise, les commentaires de l'époque sont équivoques. Je cite, « Cette année, l'OM est une équipe qui peut s'imposer contre n'importe qui. » Entendu sur l'ORTF après le match. Quelle époque. La réalité est... Ça a bien changé. Ça a bien changé. Et la réalité est tout autre, malheureusement, car si... grâce à un match nul obtenu sur le terrain de Gornik au match retour, l'OM valide effectivement sa qualification pour les huitièmes de finale. En huitième, les Marseillais affrontent le tenant du titre et certainement l'une des meilleures équipes de l'histoire du football, l'Ajax Amsterdam de Johan Cruyff. Et donc inutile de vous dire que l'OM novice en Ligue des Champions n'a pas fait le poids face à cette armada. Mais l'essentiel est ailleurs pour Jules Zinka et ses coéquipiers qui ont eu un aperçu cette saison-là du très haut niveau européen. Ben merci Amaïs. On en merci apprend beaucoup. tous les jours. Hein. Merci beaucoup. C'est le Gornik Zabrze. qui n'existe plus, non Si. Eh ben, pour la petite histoire, j'ai regardé, c'est l'actuel leader du championnat polonais. Putain, ouais, voilà, C'est super. énorme, c'est énorme. C'est énorme. Et le match face à l'Ajax, il y a quelques années, je crois qu'il est sur YouTube. Ouais, aujourd'hui. et L'OM a joué contre J'avais- l'Ajax de Cruyff, je savais pas. Si, ça. il est disponible en intégralité sur YouTube C'est- s'il n'a pas sauté depuis. D'ailleurs, et- dans c'est l'imaginaire, dingue. je pense que les gens pensent qu'on fait nos débuts en Ligue des Champions contre l'Ajax, mais non, c'est contre cette équipe polonaise, puis vient donc l'Ajax. Et pour la petite anecdote, à cette époque, c'est vraiment la Coupe d'Europe des clubs champions, donc il n'y a que les champions. Avec la petite anecdote, vu que l'Ajax remporte la Ligue des Champions la saison auparavant, il y a deux clubs néerlandais. C'est le Feyenoord de Rotterdam. Mais là, c'est comme si, on va dire, c'est comme si Liverpool rencontrait, enfin la meilleure équipe d'Europe là actuellement, rencontrait Rennes. Un novice. un Ouais, novice en Ligue voilà, des tout à Champions. fait. C'est ça. Ça a drainé un engouement. Enfin, j'étais pas né à l'époque, j'étais pas né, mais Moi, non, je te les rassure, images Alexis. d'archives, un peu l'histoire, j'avais vu. Non, Ouais, les images au Vélodrome, elles sont c'est- folles. c'est Elles sont énorme. disponibles. Elles sont quand en noir et blanc, je crois. Oui, Oui, je- sur je- YouTube. je les ai jamais vues. Mais tout, c'est Je énorme. les ai jamais vus en couleur. Moi, c'est- j'ai un accès en couleur, si tu veux. toi, Monsieur, après, monsieur a ses entrées. Négocier ça. Historien, historien. Le Non, Stéphane Bern de Saint-Charles. la SAS Maurice Révélo, t'inquiète. Non, mais je les ai jamais vus en couleur, mais c'est vrai que les images du Vélodrome elles sont impressionnantes parce que l'équipe de l'Ajax à l'époque c'était les Beatles. Donc quand il y avait Cruyff, Niskens, tout ça qui arrivait en ville, tout le monde voulait sa place. Et Et mettre à côté de Drucker. T'as raison, Beatles et tout. Eh oui, mais, non, mais c'est pour raconter aux gens. C'est comme si en 2009, en 2010, on avait le Barça qui venait, ou c'est comme si il y a 2 ans, on avait le Real qui venait à Marseille, sachant que à l'époque, pour entrer au stade,
Il n'y avait pas 600 agents de sécurité, il n'y avait pas besoin du bip. C'était beaucoup plus simple. Tu connaissais l'agent de sécurité, tu lui glissais un Kinder Bueno, une canette de Fanta, c'était réglé. Hein. Ça existait Ouais, mais est-ce que Je sais Kinder pas, Bueno mais t'as existait, ça Ouais, mais t'as compris. Un balisto si tu préfères, je m'en fous. Mais t'as compris en gros ce que je veux dire, c'est que le Stade Vélodrome officiellement dans l'équipe, ils ont dû annoncer 30 000 personnes, il devait y en avoir facilement le double. Franchement, allez voir les images, elles sont très 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 impressionnantes. Ouais, vraiment. Mais après, par contre, ne regardez pas le match parce que tu vois qu'il y a 40 ans d'écart, c'est horrible. C'est très compliqué c'est de regarder très des compliqué à matchs regarder. d'il y a 40 ans. Je me fais beaucoup cette expérience. Le parce que j'ai rythme envie- est différent. Ouais, c'est Même très l'Ajax on dirait un de match Cruyff, d'Olivier Non, Tom. mais tu comprends, aujourd'hui avec nos regards en 2020 et tout, c'est compliqué à regarder, comme vous avez dit, mais quand j'ai regardé ce match-là, j'ai compris pourquoi on parlait tant de l'Ajax Ah oui, oui. de l'Ajax de Cruyff, etc. De leur manière de, tu sens que c'est précurseur de quelque chose, tu vois. Bah, il pressait un peu. Avec nos regards d'aujourd'hui, c'est un peu bizarre. C'est Ils cavalent tous vers le ballon et tout. c'est l'équipe la mieux organisée d'époque. mais c'est un pressing qui est constant. C'est la première qui est haut, organisée à ce agressif. point-là. Tout à fait. Et donc, pour l'époque, c'est énorme. Mais en tout cas, Maïs, merci pour cette chronique Merci. qui aura lieu toutes les semaines. En fait, on célèbre le retour de l'OM en Ligue des Champions avec à une petite fait. chronique sur l'histoire de l'OM en Europe. Tout Et à fait. si vous avez des suggestions de noms pour cette chronique, sur le hashtag passe ton ballon. Ouais, allez-y. Donnez-nous parce des qu'on est idées parce très qu'on fort n'arrive pour pas. ça. Et il faut bien que le Stéphane Merne de Je Saint-Charles fais confiance à chronique Axel. à son nom. Je fais confiance à Axel et à Camélus pour trouver un nom à cette voilà. chronique. Messieurs, on joue Oui. Je laisse ma place à 13. Ah, 13 qui c'est enfin prend le micro. 13-0-13 qu'on remercie pour ses tweets et qui va enfin prendre le micro. Pour ces 10 dernières minutes, on va jouer ensemble à un jeu que Idriss, tu vas nous présenter, vu que c'est toi qui Alors. me l'as fait connaître, donc je te passe le flambeau pour le présenter à nos auditeurs. Je vous le conseille pour animer vos soirées avec des collègues, justement avec des soirées avec des connaisseurs, sinon c'est pas drôle. Alors c'est un jeu qu'on a inventé avec mes amis, je les embrasse, les amis du Sakai Gang. Longue histoire. Lors de nos très longs trajets en train, en fait, donc là pour le coup ça va être Mathieu, va penser à un joueur. C'est un peu le principe d'Akinator, pour ceux qui voient un peu le jeu. Donc Mathieu va penser à un joueur et notre but à nous ça va être de le deviner, sachant que, sinon c'est trop facile, il y a des questions interdites. Déjà, on ne peut pas demander est-ce qu'il a déjà joué dans un club spécifique. Je ne peux pas demander à Mathieu est-ce qu'il a joué à Liverpool. Je ne peux pas demander à Mathieu est-ce qu'il est français. Je peux juste demander à Mathieu est-ce qu'il est européen ou est-ce qu'il est africain, est-ce qu'il est sud-américain ou nord-américain. Voilà, vous avez compris. Vous ne pouvez pas demander est-ce qu'il a gagné la Coupe du Monde 98. Vous pouvez juste demander est-ce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Vous pouvez pareil, donc renouvelable à l'infini. Est-ce qu'il a gagné le championnat de France 2010 Non, voilà. En gros, Il ça ne faut donne- pas poser de questions faut trop pas donner de questions précises. trop précises, en gros, qui donneraient trop d'indications sur le club Et- ou la sélection. Et vous pouvez jouer avec nous hein, sur le hashtag passe ton ballon. Dès que vous l'avez, faites vos propositions et le premier qui trouve, je le cite à l'antenne. Et, Donc voilà, il y aura une petite récompense. Et après, voilà, au moins, c'est tout est clair. Quelle Il y a récompense. bien évidemment. Attends, Et on se vous- fout pas de la gueule des auditeurs Vous ici. pouvez pas demander est-ce que son prénom commence par la lettre B. Voilà. Donc, Voilà. Donc j'ai préparé des petits joueurs, donc j'en ai 3. Moins difficiles que ceux auxquels on joue entre auxquels on a joué parce que j'ai fait deviner des joueurs Bakay Traoré, très Gianni compliqués Bruno, on à vous mes- embrasse pas. Hein. à mes acolytes ici présents. Ce que je vous propose, c'est que chacun pose une question, chacun son tour. On fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc Idriss, tu commenceras. Ensuite 13, Azir, Amaïs, et ça reviendra à toi, Izir. Très bien. Idriss. Isir, oui, c'est bon. Izir. T'inquiète, c'est mon ami. C'est pas grave. C'est à toi, tu peux commencer. Je Actif. répondrai à tes questions. Est-ce qu'il est actif? Il n'est plus actif. A-t-il la vingtaine? Ah, il peut s'arrêter à 28 ans, 27 ans. Quel pays? Mais non, tu peux pas demander. Il faut que tu Quel- il faut que tu Quel continent? Non, il faut que tu poses une question où il répond par oui ou par non. Il faut que tu dises est-ce qu'il est européen? D'accord, ok. Excusez-moi. Merci. Et ce qui compte, c'est la nationalité sportive. Est-ce qu'il est européen? Non. Est-ce qu'il a une double nationalité? Est-ce qu'il est international? Oui. Connu du grand public? Oui. Azir. Il se fait attaquer par un moustique. A-t-il déjà participé à une Coupe du Monde? Non. Est-ce qu'il est international A européen? Géographiquement, non. Non, mais est-ce que son Non. pays fait. Géographiquement? Non. En gros, il vient des dom-tom apparemment. C'est ce que ce genre de réponse veut dire. Non, À moi. ça peut être la Turquie Voilà, ou un truc oui. comme ça. Ou Israël. Ou Israël. À moi. Est-ce qu'il a déjà fait l'objet d'un transfert au-dessus de 6 millions d'euros? Attends, laisse-moi aller sur Transfermarkt. Transfermarkt, s'il te encore oui. Il faut jouer. Je l'ai joué, plaît. Non, il faut n'a jamais jouer. coûté plus de 6 millions d'euros, ça aurait été quand même un petit peu bizarre. D'accord. 13, c'est à toi. A-t-il joué à Salzbourg? Non.
On n'a pas le droit à ces questions. Hein. Ah ouais. Pardon. Attention, pas Question- le droit il est de. à Tu côté- peux demander Sa le pays. première, sa Il est première. à côté, Oui. il connaît pas les règles. Il écoute pas les règles. A-t-il Azir. déjà porté le numéro 9? Est-ce qu'il a pris sa retraite après 2015? On n'a pas posé cette question. Profil défensif ou offensif? A-t-il a-t-il un profil défensif? Oui. Ouais, 13 passe son tour. Allez, Azir. Allez-y, il n'y a plus d'ordre là. Posez les questions comme elles vous viennent. Est-il un joueur d'Axe? Posez les questions comme elles vous viennent. Est-ce Allez-y. qu'il a fait Plus d'ordre. plus de 5 clubs dans sa carrière? C'est un joueur qui a beaucoup bourlingué. Oui. D'accord. Est-ce qu'il a joué dans plus de 2 clubs de Ligue 1? Oui. Est-ce qu'il a joué dans le sud de la France? Oui. Est-ce que il a joué dans plus de 3 championnats? Non. Parmi les 5 championnats majeurs. Non, je donne un premier indice. Il a porté le maillot de l'OM. D'accord. Est-ce qu'il a joué plus de 15 matchs de Ligue des Champions? A-t-il joué à l'OM dans les années 2010? Non. Début des années 2000? Oui. D'accord. Est-ce qu'il passe plus de 6 mois à l'OM? Non. D'accord, c'est David Sommeil. David Sommeil. Bravo, Oh, monsieur. bravo. Bravo, Idriss. C'était David Sommeil. Bravo, 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 bravo. Mais c'est bravo. quoi le cheminement dans ta tête? Pas vraiment, enfin pas vrai international, mais pas français, pas vraiment tout ça. Il fait beaucoup de clubs, défenseur central, début des années 2000, qui passe pas Ah, plus mais de on 6 n'a même mois. pas dit ce qu'il a joué en Angleterre, etc. Donc, Ben, je demandais parce ce qu'il arrive de Manchester City, si je me Oui. trompe pas. Il arrive lors de Exactement. la saison 2000. Il a joué à Rennes, à Caen. Il arrive à l'hiver bravo. 2004 pour accompagner Mdani après le départ de Van de Eh ben, Beek. j'ai bien fait d'en préparer plusieurs parce qu'il nous reste 5 minutes. Allons-y. J'ai un autre joueur. Sur le même principe, on commence d'abord une question chacun et puis au bout de quelques questions, je donnerai des indices et on pourrait y aller. Ok. Tu vois, dès qu'on a eu le club, après c'est parti Ouais. très très vite. Donc c'est pour ça que c'est trop facile. Allez, Sinon. Idriss, commence. Actif. Non. Connu du grand public? Oui. Connu du grand public? Oui, connu du grand public. A-t-il joué dans le sud de la France? Non. Actif, tu as dit non. Pas actif. Retraité après 2015. Non. Profil offensif. Est-il devenu entraîneur? Non. Avant ça, Bonne question. Trop précis. Allez, oui, ça va. C'est la première, je donne. Ah, Oui, c'est la c'est pas- première. c'était un attaquant, oui. International A. Oui. Est-ce qu'il a déjà joué une Coupe du Monde? Je vérifie. C'est fort possible. Oui. je sais pas si quelqu'un a posé la question. Est-il européen? Non, pas encore. Il est européen. International africain. Sud-américain. Non. Asiatique. Oui. Asie de l'Est ou Asie Proche-Orient? Ah ouais, d'accord. Non. ok. T'as Question pas fine. répondu pour la Coupe du Monde. Si, il a dit oui, il a dit Il a oui. joué une Coupe du Monde. Est-ce qu'il a joué une Coupe du Monde dans les années 2000? Oui. Est-ce qu'il l'a également joué dans les années 2010? Sachant que la Coupe du Patience. Monde 2010 compte pour la décennie 2010. Il a joué, je vais répondre, il a joué la Coupe du Monde 2006 et c'est tout. D'accord. Asiatique. Attention, il y a un piège sur ça. hein. Petit indice. Premier indice, il y a un piège sur le continent. C'est un Australien C'est ou un Arabe? c'est un Australien du coup. C'est un Australien ou un mec d'Arabie Saoudite? Il a joué en France? Non. Il a joué en Italie? Non. Est-ce qu'il a joué une quinzaine de matchs de Ligue des Champions, peu importe le club, en tout? Est-ce que c'est un joueur habitué au haut niveau? Tim Cahill. Ce n'est pas Tim Cahill, mais il n'a pas joué de Ligue des Champions. D'accord. Est-ce qu'il a remporté des championnats nationaux durant sa carrière? Oui. A-t-il pris un carton rouge en Coupe du Monde? C'est Abdelkader Ghezal. Non, je pense pas. Je pense pas. Est-ce qu'il marque à la Coupe du Monde? Alors, il ne marque pas à la Coupe du Monde. D'accord. Et il ne prend pas de carton rouge. Je viens de vérifier. Est-ce qu'il a plus de 50 sélections avec son pays? Non. Jouez avec nous sur le hashtag Passe ton Oui, ballon. envoyez vos propositions sur le hashtag Passe ton ballon. Pendant que Mathieu se bat avec Transfermarkt et Oui, sur voilà. Karoué, Vérifie, Idriss, si on a des propositions. Ah non, mais moi je joue, je peux pas vérifier. Ouais, mais attends. Ah, si ça va m'aiguiller. Je vérifie. Mais allez-y, continuez à poser Tu vos avais dit questions. qu'il avait joué en France ou pas? Il n'a jamais joué en C'est France, ça Ni qui en me bloque. Italie? ni en Italie. Il a joué en Angleterre? Il a joué en Angleterre. Est-ce qu'il a joué que en Angleterre? Non. Est-ce qu'il a joué en Bundesliga? Non. D'accord. Il a joué dans un autre continent? Il a joué dans son continent. Ouais, mais souci. Donc parmi les 5 grands championnats européens, il a joué qu'en Angleterre? Ouais. D'accord.
Dans un club du top 6. Ah, attends. C'est bon. Est-ce qu'il. Oui, mais je sais pas comment formuler la question. Fais-moi mais... une passe des. Non, mais non. Tu sais quoi, je vais faire la proposition tout de suite. Est-ce que c'est Marc Viduka? C'est Marc Viduka, Voilà, bravo. oui. Idriss. Pas que attaquant australien. Tim Cahill, Marc Oui. Viduka. De toute façon, j'avais les deux. C'est Marc Viduka. Donc, est-ce qu'il a joué dans un autre championnat de l'Angleterre? Non, Marc Viduka. Si, il a joué Oui, au mais en Celtic. gros, est-ce qu'il a joué Il ailleurs? a joué chez lui aussi. Il a joué Oui, au il a joué en Melbourne Australie. Et à Leeds. Knights. Il a joué, et là je l'apprends, au Croatia Zagreb avec qui il a été champion de Croatie. Ah, donc Eh c'est oui. ça ton championnat national. Oui, Et 4 fois en plus. Hein. En fait, Les c'est 4 le... saisons où il est là-bas, il gagne. c'est là, ça vient de me revenir que Viduka, il est pas en 2010 avec l'Australie. Donc il joue que la 2006. Est-ce qu'on se fait il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'on se fait le dernier que j'ai préparé en speed? Est-ce qu'on Très, très vite, peut. mais est-ce moi, qu'on- je lâche des indices. Allez, vas-y. Il est- Tout le monde pose des questions. Sinon- il est peut-être un peu plus facile. Sinon, Allez, As va attendez, péter un j'ouvre peu. sa fiche Soccerway et je vous écoute. Allez-y, Allez, on allez en commence. speed. Actif. Plus actif. Retraité après 2015. Quel je- profil offensif? Oui. International A. Devenu entraîneur? Plus de 50 sélections avec son pays. A-t-il déjà joué en Ligue 1? Européen. Est-ce qu'il a déjà gagné un trophée international? Non. Il a joué dans le sud de la France. Non, il n'a pas joué en France. Il a joué en Angleterre. Est-ce qu'il a joué en Serie A? Non. Est-ce qu'il a joué en Bundesliga? Non. En Espagne. D'accord, on va dire Espagne. A-t-il déjà gagné un titre national? Est-ce qu'il a déjà fait l'objet d'un gros transfert au-dessus de 20 millions? Non. Est-ce qu'il a fait plus de 3 clubs dans sa carrière? Oui. 3 gros clubs, je parle pas Oui, oui. Les clubs pourris en fin de carrière. Allez, il reste 8 minutes. Premier indice. Il a joué dans 3 très grands clubs anglais. Il a joué dans 3 très grands clubs anglais. Chelsea. Européens. Pedro? J'ai pas européen. entendu, il est Américain. européen. Non. Pedro? Anglais, Bundesliga, anglais, Liga, je sais Plus de pas. 50 sélections. En plus, en fait, d'avoir le chrono, ça me. Il a plus de 100 sélections dans un pays Un peu. Qui est pas qui, très. qui ne fait pas de compétition. T'aurais donc c'est André très faible. Flo? Good Johnson. Non, Ah oui, dommage. il reste plus beaucoup de temps, messieurs. Euh, Il a joué dans plusieurs clubs de Londres. Est-ce que c'est une légende dans son pays? Ou peut-être pas une légende, mais un très gros nom? Oui. D'accord. après- Il a joué dans les clubs de Londres? Oui. Attaquant? Milieu offensif. Milieu offensif. Ah, Freddy Ljungberg? Non. Non, c'est Non, pas non, lui. après 2015, il prend Ah oui, sa merde. retraite. Ah, donc c'est récent là? Alexander Leb. Non. Ah oui, putain, ça passait en plus. Messieurs, Est-ce qu'il est il consultant à la télé? 20h30. Est-ce qu'il est consultant à la Vous télé? n'avez pas trouvé. Il a joué. Allez, dernier indice. Il a joué à Chelsea, Arsenal, Liverpool notamment. Yossi Benayoun. Yossi Benayoun. Ah, j'allais le dire 3 sur Yossi 3. Benayoun. Bravo Idriss. C'est un monstre, c'est un monstre, c'est un monstre. Quelle partie d'Idriss, bravo. Ah oui, magnifique. Bravo, magnifique. Ah, je l'aime. Ben, c'est la fin, messieurs. C'est la fin de cette première. J'espère que ça vous a plu, à vous qui nous écoutez, à vous ici autour de la table. Petite réaction de Cisco qui nous a quittés pour le jeu, mais qui observait d'un œil avisé. Merci en tous les cas encore à RK13, à Az qui est en face de moi. Je te remercie encore beaucoup pour l'accueil. On remet ça la semaine prochaine et tous les jeudis désormais de 19h à 20h30. Merci pour toutes vos réactions sur Twitter et à la semaine prochaine, j'ai envie de dire. À la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.